Ne vous découragez pas. On a besoin de vous. Tout est possible si on est ensemble. Tout est possible. On peut relever la situation et on peut faire une bonne fin de saison. 19 rencontres, 4 mois, c'est à la fois très peu et bien assez pour comprendre qui était Jean-Louis Gasset, débarqué dans un OM extrêmement mal en point. Lui, l'homme de l'ombre, a montré l'étendue de ses qualités d'entraîneur, mais peut-être surtout ses qualités humaines. Alors forcément, on ne pouvait pas démarrer cet épisode sans avoir une grosse pensée pour lui et surtout ses proches. Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e épisode de Retour du Stade. Et j'ai envie de commencer directement. Bonne année, messieurs. Bah merci Max, c'est très gentil. Évidemment, de façon générale, on vous souhaite le meilleur, les copains. Donc merci pour ça, Max. Bah ouais. Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Bonne année à tout le monde. C'est une bonne année collectif, là. Voilà. Exactement. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. On ne chôme pas, hein, c'est la trêve pour beaucoup, les championnats vont reprendre et on a été assidus, donc bravo à nous quand même. Et C'est vrai, c'est vrai. parce qu'un premier épisode le 1er janvier 2026. Donc, Exceptionnel. Pas de jour En tout cas, férié. ravi de vous retrouver, messieurs. Pas de jour férié pour Retour du Stade. Gros programme, malgré tout, malgré la trêve et malgré les fêtes de fin d'année. On va commencer tout de suite par ce qu'on a évoqué en intro, forcément la nouvelle qui est tombée il y a quelques jours maintenant, la disparition de Jean-Louis Gasset. Hem, Quand je vous dis vous, Jean-Louis Gasset, est-ce qu'il y a une image qui vous a particulièrement marqué? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous aviez ressenti au moment de son intronisation, un petit peu surprise quand même après le départ de Gattuso, il y a 1 an et demi maintenant. Ça passe vite. Voilà un petit peu vos souvenirs de tonton Jean-Louis. Bah souvenir forcément la casquette, le petit hashtag #TheUnLoué qu'on avait lancé sur Twitter pour rigoler, parce que forcément sa nomination elle était un peu burlesque. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, quand je l'ai vu, j'avais l'impression d'être Montpellier, Nantes ou d'autres clubs, et je me suis dit c'est quand même étrange de le voir là, mais au final franchement ça a été une super aventure parce que t'étais dans une saison tellement pourrie et t'as vécu quelques émotions et la fameuse épopée en Europa League avec Tonton. T'as quand même eu des émotions que tu pensais ne plus avoir, en tout cas cette saison-là, et ça a toujours été quelqu'un de classe et même touchant dans ses sorties, dans sa communication. Donc c'est vrai que ça fait un petit truc de savoir qu'il était décédé, d'autant plus qu'il était à l'antenne il y a pas si longtemps que ça, quoi. Exactement, et moi personnellement, plus qu'un mot, c'est vraiment un sentiment physique que je ressens au cœur quand on évoque son nom, et forcément quand j'ai appris cette triste nouvelle, c'est que il fait partie de ces rares personnes dans le milieu du foot qui font l'unanimité sur tous les points, tant sur sa culture footballistique, le fait que ça soit un entraîneur et un tacticien hors pair, mais surtout un homme. Et on sait par ce qu'on nous rapporte, ce qu'on entend de près ou de loin dans ce milieu, que tout n'est pas rose et que ce qu'on qualifie très souvent comme un milieu de requins, des personnes comme lui qui sont spontanées, honnêtes et sincères sont rares. Et quand on voit le nombre de témoignages, et de manière générale, même avant sa mort, tous ceux qui parlaient de lui généralement en parlaient toujours comme un homme hyper honnête, hyper sincère, hyper attachant. Et j'écoutais encore cette semaine une interview de Smaïl Bouabdallah sur Campo avec Mustapha Hadji, que je vous recommande d'ailleurs, un très bel épisode. Et Mustapha Hadji justement parlait de l'importance de Gasset. Mustapha Hadji, pour les plus jeunes d'entre nous, légende marocaine, donc frère de Youssouf Hadji, hein, notre meilleur joueur, notamment à la Coupe du Monde 98, et qui a une carrière pas à la hauteur de ce qu'il méritait malheureusement. Et parler de lui justement, de Jean-Louis Gasset, qui l'avait relancé et qui avait redonné un coup de fouet à sa carrière. Et c'était avant sa mort que l'épisode a été enregistré, et on sentait l'émotion dans sa voix quand il parlait de Jean-Louis Gasset. Donc ça illustre, je trouve, parfaitement qui était Jean-Louis Gasset. Franchement, moi, ça m'a touché, ça a touché comme tout le monde, je crois. En fait, ce qui est particulier, c'est d'avoir l'impression d'avoir perdu, au risque de choquer, hein, mais c'est presque tout le monde a perdu un proche, j'ai l'impression. Tous les suiveurs du foot français ont perdu plus qu'un mec du paysage, un qu'adore. Et quand tu vois, nous, en tant que simples suiveurs, on était un peu attachés, mais quand tu vois les réactions de tous ceux qui l'ont côtoyé de près, tu comprends l'ampleur de l'humain qu'il était, et de la place qu'il avait dans le foot français, parce que il y a beaucoup de rivalité dans le foot,
Mais quand tu vois qu'il est salué unanimement en passant de Bordeaux, Saint-Étienne, Paris, Marseille, c'est dire la carrière qu'il a eue. Et bien content qu'il y ait eu ce petit passage à Marseille. Parce que honnêtement, il y a que des bons souvenirs. Et même on peut regretter avec un peu d'amertume qu'il n'y ait pas eu quelque chose de beaucoup plus grand, parce que quand on y pense, c'est pas passé si loin que ça. Tu fais, j'imagine, référence à l'Atalanta et à la possible finale de Ligue Europa, où l'OM était quand même passé avec Jean-Louis Gasset du tour intermédiaire, du tour un peu de barrage, une sorte de 16e de finale contre le Shakhtar, jusqu'à cette demi-finale, retour contre l'Atalanta ou à Bergame. Bon, ça a tourné un peu chocolat. Mais moi, c'est principalement ça que je vais retenir, c'est mes principales émotions sous Jean-Louis Gasset, c'est ce parcours un petit peu en Europe. Parce que quand tu vois l'état dans lequel le club était à son arrivée, et je me suis refait justement sa première interview avec le président Longoria aussi pour me remettre dans le contexte. Tout le monde parlait de gros soucis de mental, en tout cas, qu'il y avait un vrai blocage. Gattuso était parti en disant j'ai plus les clés, c'était ma mission est terminée, etc. Et Gasset, lui, du haut de ses 70 ans, d'ailleurs, il a repris à l'époque, je sais plus quel journaliste lui posait la question en disant bon, 70 ans, tu arrives à Marseille, il faut de l'énergie, c'est une situation complexe, etc. Et il avait dit je me sens comme je les ressens pas et je suis là pour une mission et dans cette mission-là, il y a l'idée de trouver le petit déclic parce qu'on a un effectif de qualité et on peut faire de grandes choses. Et sur 19 matchs, même si tout n'était pas rose, il y a eu il y a eu un passage à vide quand même plein milieu de son aventure. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses jusqu'à cette demi-finale. Et on pensera notamment aux 5, à la victoire contre Benfica. Et ce fameux tir au but de Luis Enrique qui repasse encore, qui repasse, et l'arrêt de Paul Lopez. Enfin, on a assisté quand même à C'est un vrai, hein. penalty arrêté par Paul Lopez. Qu'est-ce que c'est rare. Et ça, je pense que ça fait partie des déclics mentaux qu'il a pu apporter. Mais blague à part, ouais, Villarreal et Benfica qui sont quand même pour moi des très très bons souvenirs. Effectivement, et ça illustre très bien justement. Enfin, il y a deux choses quand on parle de Jean-Louis Gasset, et j'ai l'impression qu'on a eu tendance très souvent un peu à le résumer à un meneur d'hommes, et c'est vrai que c'était un meneur d'hommes hors pair. C'était une personne qui avait une intelligence émotionnelle très très forte, et il suffit encore une fois de juste lire le nombre de témoignages de joueurs qui expliquent la place considérable qu'il a eu dans leur carrière. Si on prend l'exemple de Yann M'Vila, par exemple, de Mustapha Hadji que je citais précédemment, même un Amin Harid, a livré un message très touchant sur Jean-Louis Gasset. C'est quelqu'un qui savait trouver l'humain derrière le joueur et parler à l'homme derrière le joueur et remettre en confiance n'importe quel joueur qui était un petit peu dans le dur. Mais c'était surtout un très bon tacticien. On a eu la chance de le voir aux commentaires de Ligue 1 Plus cette année, et moi honnêtement j'aimais beaucoup Il est l'avoir excellent. en tant que consultant, parce que c'est quelqu'un, et j'en compte très peu moi personnellement. Il y a Roland Courbis, il y a Paganelli dans un registre différent, qui ont cette capacité à lire une rencontre, à lire ce qui se passe sur un terrain sans être forcément comment dire, très pointu tactiquement ou ouais, dans trop de détails, mais à sentir ce qui se passe sur un terrain de foot et à parfaitement le restituer et l'expliquer en mots très simples. Et Jean-Louis Gasset, c'était un tacticien vraiment bon, et c'était quand même l'architecte, selon beaucoup, du PSG de Laurent Blanc, qui a été une des équipes qui a pratiqué, maintenant que c'est passé, on peut le dire, l'un des plus beaux jeux de position en Europe pendant une longue période. Et c'était aussi ça, Jean-Louis Gasset. Donc, c'est vraiment cet alliage d'un meneur d'hommes et d'un très très fin tacticien qui connaissait parfaitement le football pour le coup. Les mots sont posés. Merci à vous pour ce petit hommage de début d'émission. On se sentait un petit peu obligé d'en parler forcément. Et avant de parler principalement de ce qui va nous concerner dans les prochaines semaines et aussi de l'actu de la semaine passée, comme la semaine dernière, on a la chance d'avoir un envoyé spécial sur place. On va se faire un petit point Cannes quand même, par le biais de nos joueurs, mais pas que. Younes sur place, comment est l'ambiance? Et j'ai presque envie de te demander, est-ce que tu as hâte que la compétition démarre enfin? Alors, l'ambiance est toujours aussi bonne.
pour pas dire excellente. J'ai hâte que la compétition commence enfin. C'était un très bon tour de chauffe, mais j'ai le sentiment que la compétition commence réellement samedi. On a des affiches de 8e de finale qui sont très enthousiasmantes et les potentiels quarts de finale qui se profilent sont encore plus enthousiasmants et particulièrement alléchants. Donc j'ai hâte de voir un petit peu les équipes qui nous ont joué durant les phases de poule. Il y en a plusieurs, que ce soit le Maroc, que ce soit le Nigeria, l'Algérie. Ah, il le dit. Ah, il le dit. Il le dit. Bah, Il le dit. Il le pas dit. en Il le premier, dit. mais il le dit quand même. Il le dit. Hein. Honnêtement, je pense, l'équipe qui a peut-être, alors forcément, la caisse de résonance est plus forte parce que nos amis algériens sont excellents dans l'exercice pour le coup et ils savent faire briller leur équipe quand ça va bien. Mais honnêtement, c'est une des équipes, je pense, qui a le plus marqué les esprits sur la phase de poule et je pense pas être influencé par le biais de la communauté algérienne qui est très présente en France et du fait d'avoir beaucoup d'amis algériens dans mon entourage. Mais je suis particulièrement excité de voir un petit peu ce que ces équipes vont donner dans des matchs couperets. Parce que là, on rentre dans une configuration où tu rentres sur la pelouse en ne sachant pas si tu dormiras au Maroc la nuit suivante ou chez toi quelques heures après. Donc, jouer dans cet état d'esprit-là, je pense que ça peut nous emmener à des matchs particulièrement intéressants et on va vibrer encore plus que ce qu'on a pu vivre déjà sur les deux Ouais, mais premières. Younes, tu peux le dire ta pensée. Le Maroc tape l'Algérie. C'est ça ta pensée. Non, alors, non, faut assumer. Allez. Évacuons le sujet parce que c'est une question qui me taraude beaucoup en ce moment, donc je vais vous la partager. Mais Est-ce que tu as coché la date? Est-ce que tu as coché le oui, 4 oui, bien sûr que je la connais la date. Mais cette demi-finale, j'ai un pressentiment sur le fait qu'elle n'arrivera pas. Et au fond de moi, il y a une grosse partie de moi qui a très envie que ce choc arrive, parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas rencontrés. Je crois que la dernière fois, c'est 2011 à Marrakech, le fameux 4 juin et le 4-0 pour le Maroc. Et il Bah y a une autre voyons. partie de moi qui préférait que ce match n'arrive pas pour diverses raisons, parce que j'ai pas envie de le voir, parce que j'ai pas envie Je suis d'assumer les d'accord. différentes conséquences qu'il peut avoir. Perdu, surtout. En fait, c'est que, ouais, forcément, non, Gagner. Pas envie de Non mais, gagner. non, forcément, mais c'est j'ai pas envie de intéressant. le T'allais perdre. dire un truc, Younes. T'allais dire que tu penses que ce match n'arrivera pas. Tu penses qu'il y a une des deux équipes qui va tomber? Je sais pas, ouais, Toi, tu penses que c'est possible et, que le Maroc tombe à domicile là avant tu peux te faire surprendre par l'Afrique du Sud ou le Cameroun en quart de finale, de la même manière que l'Algérie peut se faire surprendre par, peut-être pas le Congo, je vous vois passer contre le Congo parce que la Nigeria? dynamique est extrêmement positive, mais contre le Nigeria, par exemple, ça peut être, je sais pas, en fait, ce choc qu'on nous vend sur le papier, je connais un peu le foot et j'ai l'impression que quand on nous vend comme ça un choc au sommet, souvent la montagne accouche d'une souris et c'est un peu ça qui me fait dire que on n'aura pas le droit à ce choc-là. Et d'un côté, comme je vous l'ai dit, il y a une partie de moi qui sera pas mécontente de ne pas l'avoir parce que je ne sais pas si je suis prêt à risquer autant d'émotions à l'entame du match. Enfin, je vais vraiment être intenable les jours d'avant. J'imagine déjà la boule au ventre que je peux avoir au coup d'envoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, Marouane et Opti, qui êtes très fortement impliqués dans l'équipe d'Algérie, et Max, qui a aussi un attachement particulier à cette nation. Non, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, en tant qu'Algérien, j'ai mangé mon pain noir ces dernières années avec une équipe nationale miteuse et je suis pas encore guéri. Donc, moi, tu vois, tu penses que l'Algérie va passer contre le Congo? Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que certes, il y a des choses qui te font dire qu'il y a un meilleur effectif, il y a des meilleures prestations sur la phase de groupe, mais encore une fois, sur un match à élimination directe en Afrique, avec un jeu un peu particulier, le fait que l'Algérie, parfois, il y a quelques petites errances. Bah, il faut voir, hein, parce que l'Algérie, encore une fois, a perdu tous ses gros matchs couperés ces dernières années. Donc, j'attends que ça confirme. Et encore une fois, par contre, s'il y a Maroc-Algérie, moi, je pense que le Maroc a un meilleur effectif. Je pense qu'ils ont un meilleur coach aussi. Mais je suis pas non plus découragé, quoi, si j'affronte le Maroc. J'ai vu aussi quelques petites faiblesses. Moi, je dirais c'est un 60-40 s'il y a Maroc-Algérie aujourd'hui. Donc, j'irai déterminer, mais en me disant, voilà, si tu tombes, c'est que c'est quand même le Maroc. Et c'est plus ces à côté, moi. C'est même pas pour assumer une défaite. Il y a quand même une tension qui existe aujourd'hui et qui est quand même assez regrettable. Et c'est plus ça qui m'embêterait autour du match parce qu'il y aurait des choses qui iraient beaucoup trop loin pour pas grand chose, quoi. Ouais, une tension qui existe principalement sur le réseau. Honnêtement, pour avoir assisté au match de l'Algérie à Rabat, il y a quand même une fraternité et tous les supporters sur place, tous les supporters algériens peuvent en témoigner. Il y a quand même une fraternité très 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 forte entre le Marocain et l'Algérien. On est
peuple plus que voisin, donc j'ai pas senti d'animosité particulière. Moi personnellement, quand je charrie un petit peu mes amis algériens, c'est uniquement sur le volet footballistique. Une fois que le match de foot est fini, il y a pour moi aucune distinction à faire entre un Marocain et un Algérien. Bien sûr, mais tu es un homme raisonné, Younes. Non, mais enfin, c'est pour ça, je pense que je vois très bien de quel type de personne tu parles entre guillemets, mais je pense que ces gens-là n'ont une portée que sur les réseaux. C'est vraiment un microcosme pour le coup, et ça n'existe pas dans la vraie vie. En tout cas, je l'ai pas perçu en tout cas depuis le début de la compétition ici. En fait, le C'est truc, bien c'est de que le rappeler d'ailleurs, ouais. que toi qui es sur place, tu ne vois que de la joie et a priori que des bonnes choses sur la compétition. Ouais, bien sûr. Il y a un chant qui est entamé très très souvent dans le match à chaque fois que l'Algérie joue, qui énonce justement le fait que Marocains et Algériens sont frères liés. Et c'est le retour de beaucoup de personnes sur place aussi, hein, comme je vous l'ai dit. Demandez aux supporters algériens sur place si vous en connaissez. Les retours sont unanimes de ce que j'ai vu. Ben, c'est pour ça. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de voir ce match au-delà de ça, tu vois. Parce que tu peux te dire que le Real va enfin balayer cette fiction ou ce microcosme, comme tu dis, tu vois. Tu, je vais pas faire l'idéaliste, à dire que ça peut changer le monde. Mais on a vu une CAN avec, je sais plus quel, je crois que c'est 2006, je crois, avec Drogba, qui était bon. C'était une situation, c'est là qui a fait bien plus prise dans le Real. Mais on a vu bien plus gros être éteint par le football. Euh, donc, euh, donc rien n'est impossible et surtout ça restera que du foot. Et ça montre, et je pense que ce match-là peut montrer que c'est que du foot et que le bon est plus grand que. Je vais pas faire le philosophe à deux balles, mais Ah, vous êtes bon à écouter, les gars. Moi, j'ai envie non, de vous mais suivre, là. J'ai Non, envie mais de t'étais vous suivre. parti, finis là, elle était La belle la nouvelle phrase. année, Là. ça, c'est l'amour pour non, mais la 2026. vérité, c'est que genre nous on le sait, genre ceux qui ont un pied dans le réel et pas pas seulement sur le réseau savent que c'est du faux semblant. Ça n'a pas de ça n'existe que très peu dans la vraie vie. Et, Marwan, tu parlais un petit peu des faiblesses que tu as pu observer côté Maroc, Ouais. des bonnes choses que tu as pu voir côté Algérie. Si on fait un bilan tous ensemble de cette première phase de poule, pour vous, c'est quoi les enseignements que vous avez pu tirer des grosses nations? Parce que cette année, on a l'impression que toutes les nations fortes ont une bonne équipe et répondent pour l'instant présent. Et donc, ça augure de belles confrontations. C'est quoi un peu les enseignements pour vous de cette première phase? Bah, en fait, moi, c'est ça. J'ai hâte. En fait, ça a été un peu l'apéritif, si tu veux. Ces matchs-là que j'ai picoré un petit peu de temps en temps. Je les ai pas tous regardés, mais comme Opti disait la semaine dernière, concentration sur la phase finale. Cette dernière semaine, j'ai un peu fait pareil. Et je suis très intrigué de plein de choses et j'ai envie quasiment de voir tous les matchs parce que sur chaque rencontre, il y a soit des joueurs qu'on a vu passer dans le championnat de France ou à l'OM ou dans des équipes qu'on a regardées, avec lesquelles on a des prismes un peu perso. Je vois le Mali d'El Bilal Touré et de Kamori Doumbia, par exemple. Moi, ça m'intrigue parce que je les trouve sous-performants depuis le début de la compétition, alors qu'il y a des individualités qui peuvent peut-être faire tomber une Tunisie que je trouve plus homogène. Et puis voilà, que va faire le Sénégal, que va faire le Nigeria, dont on parle peu, je trouve, ici en tout cas, dans les médias en France, et qui, à mon sens, font une plutôt belle compétition pour le moment. Tout m'intrigue. Tout m'intrigue et je pense qu'à partir de... là, c'est dans quelques jours, hein, c'est après-demain. À partir de samedi, je vais quand même très très souvent brancher ma télé et pas que pour de la Ligue 1. Et en fait, moi, pour aller plus loin que ça, c'est vrai que la compétition démarre là, mais les quarts de finale, si tous les favoris passent dans les confrontations de huitième, il y a moyen d'avoir quatre rencontres de dingue, parce que il y a un côté, ça peut faire Algérie-Nigeria, Maroc-Cameroun, Côte d'Ivoire-Égypte et Sénégal-Mali ou la Tunisie, c'est peut-être le match le plus disputé sur le papier avec pas personne qui se détache. Si c'est ça je sais pas comment on dit, parce que le carré final c'est les demi. Je sais pas moi, le double, comment on dit j'ai pas le terme pour les quarts. L'octogone, tu veux L'octogone, dire. L'octogone, hein. Ouais, l'octogone. l'octogone final. L'octogone final peut être sacrément dangereux et sans équipe surprise, alors qu'il y a toujours à la CAN normalement une petite équipe qui fout le bordel.
Enfin, comme dans toute Vous avez une compétition. petite déception là sur les équipes qu'on retrouvera pas sur ce deuxième partie de compétition? Franchement, pour pas se retrouver là, avec les meilleurs troisièmes, faut vraiment avoir fait beaucoup d'efforts. Donc, Bah, il y Je suis un peu avait déçu ouais, pour nos amis comoriens, pour être ouais, totalement transparent. ouais, complètement, mais ils ont pas Mais marqué un mais but. en même temps, t'as pas montré que tu avais Humainement, oui, je suis déçu, mais footballistiquement, footballistiquement moins. C'est ça, ouais. ils ont pas fait beaucoup d'efforts, quoi. Ouais, non, bah, c'était vraiment compliqué, ils ont pas marqué un but. Bon, ils en ont rêvé, le Soudan l'a fait. Le Soudan s'est qualifié avec 0 but, 0 victoire aussi, mais c'est vrai qu'ils ont rien montré quoi les Comores, c'est assez décevant. Même le Gabon quand tu regardes au final, ils ont fait un peu n'importe quoi. Moi je les voyais se qualifier, l'Angola pareil et puis derrière, bah, tu te retrouves avec des équipes qui à mon sens, bah, devaient passer et puis tu te retrouves avec des grosses déceptions. Mais si on parle par contre à contrario des équipes qui ont été le plus impressionnantes, moi j'en détache quand même quelques-unes. Les gens sont très sévères, je trouve, avec le Maroc. Sont très, très, très sévères sur le contenu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, quand ils regardent jouer le Maroc, mais je les trouve quand même au-dessus de la mêlée, d'un point de vue collectif. J'ai l'impression que, ils attendent qu'il y ait 4-0 à chaque match. J'ai pas vu une équipe qui territorialement a autant dominé que le Maroc sur, cette première phase de groupe. Techniquement aussi, je trouve que c'est quand même assez régulier sur le terrain, même si évidemment il y a quelques trous, notamment en défense centrale, parce que tu as des blessés, parce que tu as quelques bâtons qui viennent se mettre dans tes roues. J'aime bien aussi la Côte d'Ivoire, qui peut faire très, très mal. En Côte d'Ivoire, c'est costaud, hein. C'est vraiment fort. Offensivement, tu as quand même des talents, waouh, milieu de terrain aussi. Le Cameroun m'a surpris, sincèrement. Le Cameroun m'a surpris. C'est pas non plus folichon et je les mets en dessous, sincèrement, de la troisième équipe que je vais donner. Mais ils étaient là aussi, ils m'ont surpris. Et je vais ressortir, bah voilà, l'Algérie aussi. L'Algérie est moins à la ramasse que ce que je pensais, parce que le football de Petkovic, c'était pas ce qu'il y avait de plus enchantant ces derniers mois. Ça gagnait, il y a pas de souci, mais il y a quand même un matériel qui fait que ça doit être une sélection qui joue les premiers rôles en Afrique. Est-ce que Et les quelques individualismes, pardon, oula, c'est difficile le 1er janvier. Est-ce que les quelques individualités qui sortent du collectif sauvent pas un petit peu la face de Petkovic sur ce premier tour, en tout cas? bah, en fait, sur le premier match, je pouvais te dire ça. Sur le premier match, je pouvais te dire ça et en fait derrière il a rectifié le tir avec, un système un peu différent. Il a renforcé l'axe, il a rendu l'Algérie beaucoup plus solide. Et pour le coup, sur le premier match, tu pouvais te dire: «Bah, voilà, c'est que le Soudan, tu domines, tu leur mets 3-0 et ça passe». Alors que sur les 2 suivants, en fait, tu as eu des prestations beaucoup plus matures, notamment contre le Burkina où certes, c'était pas du football champagne, mais tu as jamais été vraiment mis en danger et pour le coup, tu retrouves quelques ingrédients de 2019 où tu as un bloc équipe solide et qui arrive à se projeter de temps en temps, avec certes, moins de réussite du coup offensive, mais derrière, et beaucoup de gens aussi ont un peu diminué la perf donc contre la Guinée équatoriale qui est vraiment pas une équipe facile à jouer en Afrique. Certes, ils sont éliminés. C'était quand même une équipe A prime B que l'Algérie a mis et tu as eu certains ingrédients qui ont été hyper, hyper satisfaisants. Et moi, je trouve que l'Algérie monte en puissance à chaque match. Donc, ça veut pas dire qu'ils vont pas se faire taper contre le Congo, mais en tout cas, ça veut dire que c'est quand même, je crois que c'est en plus, en termes de résultats bruts, c'est la meilleure équipe des phases de groupe. 3 victoires et meilleure différence de but que le Nigeria, si je dis pas de bêtises. Et ça veut dire quelque chose. Donc, hâte, moi, d'affronter le Congo et on en saura plus après ce match parce que encore une fois, c'est là que le tournoi commence. Bah, Et ouais. pour répondre à ta question, Max, sur moi de ce que j'ai vu de l'Algérie, je comprends ta question dans le sens où on a forcément en tête les performances de Maza, on a forcément sur le dernier match les performances de Hadj Moussa aussi qui a été étincelant et qui a beaucoup d'images marquantes. Même l'entrée de Boulbina sur le premier match aussi, il y a techniquement des choses qu'on aime en tant qu'amoureux du football. Mais je trouve que en fait collectivement il y a une structure qui se dégage. Et pour moi, sur ces 3 matchs de poule là, je trouve que l'Algérie a montré un côté polyforme qui est assez impressionnant. Le match contre le Burkina Faso, honnêtement, c'était une sacrée bataille à jouer et ils l'ont parfaitement manœuvré. Comme le disait Marwan, ils ont très peu concédé, je trouve, sur ce match-là par rapport à ce que le Burkina peut te causer comme problème. Et je trouve que tu as gagné sur ce match-là beaucoup de confiance sur ton assise défensive et sur ta structure collective sans ballon. Hier, sur le match contre la Guinée équatoriale, on a pu voir que pratiquer du football champagne quand tu as des joueurs comme ça, c'est aussi possible et que tu peux être vraiment déroutant offensivement. Le premier match, je le mets un peu de côté parce que j'ai trouvé le Soudan vraiment particulièrement faible vu du stade. Ouais, c'était Et, mauvais, hein.
ils étaient amputés de 2-3 de leurs meilleurs joueurs qui avaient disputé la Coupe arabe juste avant et qui avaient été laissés au repos sur le premier match. Donc honnêtement, et en plus c'est une entrée en lice dans la compétition, etc. Donc je me garderai de commenter trop ce match-là. Mais je trouve qu'entre Guinée équatoriale et Burkina Faso, l'Algérie a montré deux côtés vraiment importants et ils vont avoir besoin de ces deux côtés-là pour aller plus loin dans la compétition, la structure défensive et la capacité à, face à des blocs bas, par exemple, d'être beaucoup plus percutant, d'apporter un peu plus de créativité offensive. Et ils ont les joueurs pour faire ça. Donc ouais, c'est, je trouve, une belle phase de poule pour l'Algérie parce qu'ils ont pu se tester. Et je pense qu'en plus c'est l'objectif dans cette configuration-là où tu es quasiment assuré de passer, sauf drama. C'est que tu dois être en mesure de pouvoir tester différentes animations, différentes individualités à différents postes, et tu dois arriver avec des certitudes pour la phase finale et surtout des alternatives crédibles au cas où ton plan A ne fonctionne pas. Et je trouve que l'Algérie a bien, en tout cas Petkovic a bien manœuvré en ce sens-là. Ben, moi, après le premier match, j'étais pas confiant par rapport à l'Algérie parce que je trouvais que c'était un peu une victoire en faux semblant et c'était sympa de pas perdre un match de CAN et de gagner et de balayer direct la possibilité de sortir encore d'une CAN sans victoire. Mais les deux matchs d'après, ils sont quand même bien différents dans le contenu. Et le truc génial, c'est que de gagner avec la prime, c'est que autant ça en dit pas long parce que comme tu le dis que c'est la prime et que au match d'après, tu vas retrouver plutôt le 11 du deuxième match. Mais ça permet de créer une effervescence qui fait qu'à l'entraînement, certes, les titulaires savent qu'ils vont être titulaires, mais ils savent aussi que au match que leurs remplaçants ont eu à jouer, ils ont pas fait tâche du tout. Donc que ça soit au quotidien, je pense que ça élève le niveau de tout le monde. Et en sortie de banc, tu as des solutions à presque tous les postes, quoi. Au milieu de terrain, tu as Abdelli, devant, tu as Djoussa, Amoura, Bounedjah, tu as beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde. Tu as 15-16 joueurs qui peuvent disputer un match. Et pour gagner une compétition sur un mois, 15-16 joueurs qui se tirent la bourre, c'est le nombre parfait. Et Est-ce qu'on... Ouais, juste, pardon, dis-moi. Max, pour répondre au premier point que soulevait Marwan sur l'équipe du Maroc, j'ai peut-être essayé parce que c'est une remarque légitime sur le sentiment d'impatience qui peut se dégager ou le côté un peu trop critique que beaucoup peuvent avoir sur les prestations du Maroc. Je pense que il y a une impatience un peu irréelle autour de cette CAN. Forcément, le fait de l'organiser, le fait d'avoir le vent en poupe, avec tes U20 qui ont gagné le championnat du monde, tes U17 qui ont fait un parcours extraordinaire, le fait d'avoir gagné la Coupe arabe juste avant aussi, ça a été une compétition qui n'a pas eu particulièrement beaucoup d'écho en France, mais qui a été très suivie ici au Maroc pour le coup. Et les gens ont beaucoup regardé et beaucoup apprécié la performance de l'équipe, qui est entraînée par Tariq Seksioui d'ailleurs, hein, qui est pas un très bon souvenir pour l'Olympique de Marseille, pour ceux qui se rappellent encore du but qu'il nous avait mis avec Porto en Ligue des Champions. Donc en fait, c'est un peu dans ce contexte-là que s'inscrit les attentes autour du Maroc et le fait que tout le monde a l'impression que le Maroc est sur une voie royale sur le plan footballistique pour l'avenir, et tout ce qui manque maintenant, c'est une confirmation de l'équipe A sur le continent, parce qu'on a vibré en 2022, mais il faut une confirmation à l'échelle continentale. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être trop d'attentes et que beaucoup s'attendent à ce que le Maroc surdomine tous ses adversaires à chaque fois. Et j'ai l'impression que même autour de moi, je le vois bien dans le stade, que les gens n'ont pas la patience et n'ont pas forcément conscience que une compétition c'est long, que nous on a eu la chance d'être bercé à l'école Didier Deschamps en étant né en France et en ayant grandi avec lui comme sélectionneur pendant une bonne partie de notre vie. On sait que les matchs de poule ne servent qu'à troder, que dès les phases finales c'est notre compétition qui commence et que tu peux aller au bout sans être resplendissant. Et ici, pour le coup, il y a le sentiment que chaque match, tu dois gagner 4-0, comme le disait Marwan, et tu dois aller au bout comme ça et gagner cette CAN comme ça. La réalité, c'est que ça ne sera jamais le cas pour le coup, et que je trouve que par rapport à ce que j'attendais, j'avais peur d'être déçu, et je trouve qu'on est parfaitement là où on doit être à l'aube de ces huitièmes de finale. J'espère qu'on va avoir le courage, et que Walid Regragui aura le courage de faire les choix qui s'imposent, avec notamment la mise en retrait d'Amrabat, qui à mon sens doit laisser sa place devant la défense à El Ainaoui, qui a apporté une grande satisfaction dans ce registre-là, qui permet à Ounahi de moins décrocher bas et d'être un cran plus haut et d'être encore plus éclatant. Je trouve qu'Ounahi monte très très bien en puissance dans la compétition aussi, et me régale toujours autant. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir Abdé à gauche, ça t'apporte aussi un danger supplémentaire que tu n'avais pas avec Saïbari, qui était trop attiré par l'axe. Donc honnêtement, je trouve que le Maroc a testé pas mal de choses, et normalement a trouvé son 11 type
pour la phase finale, et on aura des armes plus que dangereuses sur le banc aussi, parce que on parlait de l'Algérie avec l'équipe A prime. La compétition, il y a beaucoup de matchs, je pense, qui vont se jouer sur 120 minutes, et le rôle des remplaçants est déjà très important dans notre football quotidien sur 90 minutes avec les 5 changements, mais ça l'est encore plus quand tu étais amené à jouer une prolongation de 2 fois 15 minutes, et tu peux pas gagner une compétition avec seulement 11 ou 12 joueurs, tu vas vraiment avoir besoin de 15-16 joueurs, et le Maroc et l'Algérie, en ce sens-là, ont beaucoup de motifs d'espoir. Ben, moi, je pense que le problème avec les attentes du Maroc, ils sont simples, c'est que ils sont à domicile et l'histoire récente fait que tout le monde les voit ultra favoris. Et en fait, les suiveurs du Maroc, les supporters du Maroc, ils voudraient que chaque match les confirme dans ce truc-là. Donc le seul truc, c'est qu'il faut gagner tous les matchs 6-0 ou gagner la CAN avant la finale. Sauf que tu peux pas gagner la CAN avant la finale, il faut aller jusqu'à la finale et la gagner. Et tu peux pas gagner, enfin, tu peux pas gagner tous les matchs de poule 6-0 et être au niveau tu peux pas gagner la CAN avant l'heure. Donc là, le seul truc que le Maroc doit faire, c'était sortir de phase de poule. Ils ont été invaincus et ils auraient pu faire 9 points comme le Nigeria et l'Algérie. Et après, il y aura les matchs couperés. C'est le problème d'avoir comme seule exigence de gagner la CAN, c'est que l'ultra exigence, elle se fait sur tout, quoi. Et, et un des problèmes aussi, pour le coup, c'est que tu n'as pas encore rencontré d'adversaire alors c'était censé être le Mali pour le coup, mais le Mali a été très très, très décevant sur la phase de poule, mais t'as pas rencontré d'adversaire réellement sérieux pour l'instant. Et a priori, avec le tirage qui te donne la Tanzanie en 8e de finale, bah, tu repars sur une semaine supplémentaire où tu vas pas pouvoir tirer de réels enseignements sur le match-là. Je dis pas que le Maroc va passer, mais le Maroc doit passer face à la Tanzanie. Et ça serait une catastrophe monumentale de ne pas passer. Mais j'ai l'impression qu'on va encore repasser une semaine complète où on n'a pas forcément d'enseignement clair à tirer face à une adversité convaincante, et que le premier test, ça sera sur un quart de finale contre une Afrique du Sud ou contre un Cameroun qui ont un peu tous les éléments pour te piéger. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on doit vraiment être patient pour le coup, et travailler pour être prêt sur ces confrontations-là qui seront sans filet. Ben, le parcours du Maroc jusque-là fait que pour l'instant, tu ne peux que décevoir. Tu peux pas répondre aux attentes. Parce que sortir de poule, c'est tu es obligé. Battre la Tanzanie, ça sera obligé. Exactement. Si tu joues le Cameroun en quart et que tu les tapes et qu'après tu perds en demi-finale contre, je sais pas moi, l'Algérie, Ou le Nigeria. ouais, ou le Nigeria, là déjà tu pourras plus. Il y aura, même si, imaginons qu'il y ait une élimination en demi, il y aura pas le même rapport à une élimination contre la Tanzanie ou le Cameroun parce que ça sera le premier test. Là, tu peux pas juger la compétition du Maroc en phase de poule comme tu peux juger la compétition de personne sur la phase de poule. Ça a pas de sens. Justement, petite question qui va peut-être un peu clore, parce que de toute façon, on aura la suite au prochain épisode. Hein, les quarts de finale se joueront après l'enregistrement du prochain épisode, donc on pourra débriefer tranquillement les 8e. Quel gros va tomber en 8e? Ça J'en peut vois être aucun. J'en vois aucun perso. J'en vois aucun tellement les affiches elles sont déséquilibrées à mon sens. On en l'écart. Parce que Ouais, c'est pour ça. Ouais. tout le monde va être au rendez-vous. Bah en fait le truc aucun. c'est que en fait c'est la première CAN de l'histoire où tu as des infrastructures où finalement qui te permettent de jouer au football. C'est vrai. Donc en fait mécaniquement ce qui réduisait un peu ou ce qui augmentait l'incertitude avant, bah là c'est plus trop présent parce que tu as des stades et une pelouse. Ce qui est déjà exceptionnel quand tu regardes ne serait-ce que l'une des dernières éditions là au Cameroun où tu avais la moitié des équipes qui étaient covidées avec certaines qui arrivaient à truquer les tests, d'autres non. Des hôtels, tu regardes les hôtels, c'était catastrophique les pauvres. Ben là pour le coup t'as pas ça, donc forcément quand t'as des équipes avec des joueurs européens dedans qui sont usés au très haut niveau, ben c'est plus dur de les surprendre que voilà quoi. Mais moi le match qui m'intéresse le plus par contre c'est Mali-Tunisie. Les gens disent que ça va être le match de l'ennui. Mais pour moi, c'est typiquement un match CAN où il va y avoir de l'intensité de C'est zinzin. le match le plus ouvert, je pense. C'est le match le plus ouvert. Je pense que le Mali passera, à voir. Parce que j'ai vraiment pas confiance dans le coach tunisien. C'est assez dingue ce que propose la Tunisie par rapport à la qualité des joueurs qu'ils ont. Pas non plus une top équipe, mais voilà, je peux faire 2-3 fois plus. Mais j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir ce match. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec quasiment donc tous les premiers de groupe qui passent, et puis peut-être le Mali et peut-être le Cameroun qui passerait face à l'Afrique du Sud. Ouais. Et tu sais que le pire, Younes, c'est que tu vois, même un quart de finale pour le Maroc, Afrique du Sud, le Cameroun, pour moi, c'est
c'est pas à la hauteur du Maroc, tu vois. C'est pas des matchs hyper challengeants, tu vois, pour le Maroc. C'est ça le pire. J'aurais dit pareil avant le début de la compétition pour le Cameroun, mais franchement, moi, bon, je peux pas, je vais pas manger mon chapeau parce que je l'ai dit à personne, mais le Cameroun m'a quand même bien fait fermer. Genre, ce que je pensais du Cameroun, on en est très très loin. C'est vraiment une équipe. J'aimerais pas, j'aimerais pas les jouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On t'entend pas, You? Younes, ton micro est coupé. Pardon, je disais, ils ont vraiment la gueule de l'équipe qui peut te piéger, le Cameroun. Et pour Ouais, l'instant, ouais. t'as pas encore rencontré, comme encore une fois, c'était supposé être le Mali, encore que, mais t'as pas rencontré d'équipe où, pour le coup, tu te dis, ah, si tu perds, tu t'es tombé dans un piège. Là, pour l'instant, tous les matchs que t'as joués, et j'inclus la Tanzanie, si tu perds, c'est un drame national. Alors Ouais, ça, je que, suis d'accord, ouais. alors que Ouais. si tu perds contre le Cameroun, c'est pas cool du tout, mais tu te diras, bah, t'es tombé dans un piège, que t'as pas su manœuvrer, pour le coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est l'opposition la plus sérieuse, effectivement, mais pour moi, si Et tu gagnes pas 1-2-0, c'est. ouais. On J'ai- verra, prenons les matchs On les uns verra ça après la les autres. semaine prochaine. Je mets la pression, voilà, je mets la pression. Voilà. En sachant donc que Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à Marseille. Dans quel état? On va voir ça. On aura peut-être des réponses dans les prochains jours. Et que, a priori, Naïef Aguerd est quand même parti pour être absent encore quelques matchs en janvier. Gros calendrier à venir, on y viendra juste après, parce que le troisième point, pour rester dans l'actu avant de faire un peu de projection avec les matchs qui arrivent, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. La semaine dernière, on était sur des départs, mais on n'a pas parlé de cela. C'est des potentiels départs, en tout cas c'est un peu ce sur quoi je voulais vous interroger autour de l'affaire un peu Bacola Vaz qui divise et qui alimente toutes les rumeurs depuis quelques jours. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que l'OM s'est mis le feu dans une période de trêve et d'où vient un peu cette communication? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il y avait quand même pas peut-être le feu. Est-ce que c'est aussi une façon de ne pas passer par les bonnes applications et par les bons sites pour rencarder les clubs et les directeurs sportifs et pour faire une annonce un peu générale, histoire de les exfiltrer? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ben, c'est quand même 2 dossiers assez épineux et surtout qui nous tombent un peu sous le nez alors que personne forcément n'anticipait cela. Surtout que tu avais quand même une belle histoire cette saison où tu te disais: «Bah tiens, l'OM va enfin réussir à intégrer des jeunes talents du centre de formation». Robinho Vaz en premier qui a déjà mis 4 buts en Ligue 1 si je ne me trompe pas. Et là derrière, ben, ça tombe un peu sur le pif. Alors c'est vrai qu'il y avait quelques signes avant-coureurs, l'utilisation de Bacola, le fait que Vaz disparaisse aussi du radar, des moments où il pouvait être titulaire, où il ne l'a pas été. Et tu as des bruits de couloir qui arrivent à droite à gauche, tu as des articles qui sortent qui disent: «Bah, finalement, l'OM, si ces 2-là ne prolongent pas, ça pourrait faire bip, au mercato hivernal». Donc c'est assez déroutant. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce qu'on a quand même un discours qui, d'un côté, notamment Pablo Longoria, où il te parle, d'un jeune de Leipzig qui a fait ses débuts, mais derrière, ben, voilà, tu as des jeunes qui seraient bazardés au mercato hivernal. Ça interroge, Après, manifestement, il y a peut-être des bonnes raisons de le faire et je crois aussi qu'il y a des joueurs, en tout cas, c'est ce qui semble être écrit, notamment dans Foot Mercato qui a sorti, un article là-dessus, mais aussi un article du Phocéen, très sincèrement, qui a relaté des infos similaires et en disant RMC que aussi est allé de sa petite info complémentaire. Une fois que Foot ils ont dit Mercato a quoi RMC en lancé substance? Ils ont dit quoi RMC en substance? globalement la même chose, que les deux étaient plus ou moins sur la liste des transferts, que la balle était dans le camp des joueurs, que il fallait un signe fort des joueurs pour s'impliquer dans le projet. Ils l'ont pas redit avec le même correspondant, mais il y avait pas d'infos nouvelles. En tout cas, pas à hauteur de ce que le Phocéen a creusé en plus de Foot Mercato. Après, juste, si on parle des sommes évoquées justement par Foot Mercato, on pourra pas dire que l'OM a bazardé ces joueurs-là, parce que ça restera quand même des rentrées d'argent assez importantes pour des 19e ou 20e temps de jeu d'un effectif. Honnêtement, c'est difficile de parler de ce cas-là, et on en parle un petit peu en off. Je vous dis, sans avoir le tenant et aboutissant, ça me semble compliqué d'émettre un jugement qui soit
qui soit éclairé sur la situation, mais si on prend juste un pas de recul sur le contexte de Marseille, moi je suis pas tant surpris que ça qu'on n'arrive pas réellement à faire éclore de jeunes. On est un club où l'écosystème, l'environnement autour ne dispose d'aucune patience. On parlait du Maroc tout à l'heure, il y a un environnement continu comme ça à Marseille sur ce volet-là. On n'a pas la patience pour faire éclore un jeune, prendre le temps de le développer, parce que prendre le temps de développer un jeune, ça implique certes peut-être d'avoir des débuts tonitruants comme on peut l'avoir un Vaz, etc., mais d'accepter que derrière il va y avoir une longue phase où le joueur va devoir digérer un petit peu cette arrivée dans le monde pro, et que forcément il va avoir un rendement un peu moins important. Et on le voit avec Vaz, ses dernières entrées, elles sont déjà moins nombreuses qu'en début de saison, donc ça pose la question de son implication à l'entraînement, s'il n'y a pas d'autres sujets contractuel dans l'équation. Mais même sur le peu de fois où on l'a vu, ça semblait quand même moins marquant que ce qu'on voyait depuis le début de son histoire à l'OM, où à chaque fois qu'il rentrait, il y avait des images marquantes. Là, les dernières prestations, elles sont un peu moins marquantes, et il est un peu rentré de manière fantomatique dans le match. Si on prend par exemple un modèle de formation qu'est l'Olympique Lyonnais, et qui sort des joueurs de manière continue depuis 10 ans, si on prend le début de saison de Mera par exemple, tout le monde ne parle que de lui. Mera, il a complètement disparu des radars, et ça n'inquiète personne. Et ça ne veut pas dire que Mera est placardisé. Un peu moins par contre, hein. Il joue quand même régulièrement, Mera, notamment en Coupe d'Europe. Mais beaucoup moins que sur le début de saison, pour le coup, où il était quasiment titulaire sur tous les matchs de Ligue 1, et il a effectivement été... Il est moyennement impactant aussi dans le jeu lyonnais. Ouais, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. C'est différent, Mera. Pour moi, c'est un cas différent, parce que pour le coup, il n'y a pas de sujet. C'est son temps de jeu a progressé. Il est plus jeune, pour le coup. Ouais, il est plus jeune. Son temps de jeu a progressé de façon... Hein? C'est en 2007 aussi. C'est pas en 2008, Mera? Il me semble pas. Je crois que c'est Je vérifie tout de suite. Mais dans... Attends, on va regarder ça tout de suite. Khalis Mera... 2007, t'as raison. Mais dans tous les cas, je le voyais plus jeune. Okay. Son temps de jeu a diminué progressivement. Il n'y a pas vraiment de sujet, toujours intégré. Il rentre régulièrement. Il a eu un temps de jeu plus important de base. Là, moi, c'est vrai que Vaz, j'ai été étonné de ne pas le voir ces dernières semaines. Comme le disait Younes, comme il a très bien dit, il était beaucoup moins impactant. J'ai même trouvé mauvais à certains moments. Techniquement, j'ai trouvé que c'était un joueur en fait, autant quand il était bon, tu te dis, mais la maturité qu'il a, le gamin, les déplacements, il est clinique devant la cage, etc. Et puis à d'autres moments, quand il a été titularisé, il était vraiment mauvais. La Lens, pas particulièrement. Sur d'autres matchs où techniquement, tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, il envoyait une passe en anticipant un appel qui était vraiment l'opposé de là où est-ce qu'il fallait la mettre. Tu te dis, mais finalement, c'est quoi le problème avec Robinho Vaz? J'espère que il va rapidement se mettre en selle. C'est pas grave, il est jeune. Et derrière, en fait, la chance, il n'a pas eu sa chance comme entre guillemets il aurait dû l'avoir. Et on peut se dire que c'est lié à sa prolongation. On peut se dire qu'il y a des raisons extrasportives peut-être. On peut se dire que peut-être qu'il il a été préservé aussi pour tout un tas de raisons. Et forcément, là, il y a des problématiques qui se posent. Et moi, je trouve que c'est quand même assez étrange cette histoire. On n'est pas dupe quand il y a des articles qui sortent, bien évidemment. C'est qu'il y a des enjeux, c'est qu'on fait passer des messages, etc., etc. Et encore une fois, moi, je le dis, c'est que moi, Robinho Vaz, je trouve que c'est un bon joueur. Je trouve pas que ce soit le talent de la décennie. Je trouve que c'est un joueur je trouve que ça peut devenir un bon joueur européen, très sincèrement, que ça peut devenir un joueur qui compte. Mais on n'est pas non plus sur un talent générationnel. Bakola, je l'ai pas assez vu. Je l'ai trouvé assez intéressant contre Newcastle, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il manquait peut-être un peu d'envie parfois. Je sais pas si c'est de l'envie ou si c'est visuellement, je n'ai pas assez trouvé explosif. Mais j'attendais de le revoir en tout cas, et je trouvais qu'il avait mérité d'être vu, et ça n'a pas été le cas. Et manifestement, le club serait pas contre le fait de s'en séparer si jamais les deux ne prolongent pas. Et moi, c'est l'article de Foot Mercato qui m'a intéressé, aussi celui du Phocéen, où apparemment il y avait des intérêts de Première Ligue l'été dernier qui auraient fait un peu tourner la tête des deux joueurs, et qui aujourd'hui demanderaient des rémunérations qui seraient au-delà en fait de ce que le club serait en volonté d'offrir ou capable d'offrir pour des jeunes dans cette phase de développement là. Donc moi, si c'est ça, si vraiment on s'en tient à ça, moi je suis d'accord, parce que encore une fois, je préfère avoir un joueur qui, en fait, il faut se le dire, Vaz et Bakola auront la possibilité de toucher ces salaires à l'OM. En revanche, leur performance sportive aujourd'hui ne justifie pas qu'ils touchent un salaire Première Ligue à l'Olympique de Marseille. Après, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un salaire Première Ligue? Parce on a vu passer l'info, le salaire moyen en Première Ligue, il est mensuel, hein. Il est grossièrement équivalent à ce que touchent Roulier et Emerson à l'OM.
Même un Alors Mopé, tu forcément, vois, même un Mopé qui joue pas, tu pourrais te dire, moi, enfin, en tout cas, si je suis agent de l'un des joueurs, je vais voir l'OM, je leur dis, bah, regardez, Mopé, ce qui touche, il joue pas un match, Vaz, il est beaucoup plus important. Le club va être dedans, dans la rotation, Coupe d'Afrique avec Obama, mmh. Gouiri, convalescent, tu vois. Bah, il y a quand même un petit espace pour négocier. Ce qui m'amène à vous poser une deuxième question, et je vais tout de suite envoyer le ballon à Opti qu'on n'a pas entendu sur le démarrage du sujet. Et je sais qu'en plus toi, t'aimes bien Makola, enfin t'as envie de le voir, donc t'as eu une position un peu plus tranchée sur les réseaux, notamment quand l'info est sortie. Mais comment est-ce que l'OM du coup, parce qu'il y a une part forcément de, je dirais, de l'envie des joueurs de s'impliquer contractuellement, humainement, professionnellement, etc. dans le projet, et ça doit être indéniable pour l'OM. Tu peux pas partir à la guerre et sur des deuxièmes parties de saison comme celle-ci avec des joueurs pas impliqués, on est d'accord. Mais comment l'OM peut aussi, à son niveau, essayer d'aider ces jeunes-là à s'intégrer dans des projets. Et je parle plutôt parce que ce qu'on voit depuis 5, 10, 15, 20 ans, l'OM n'a que très rarement su intégrer des jeunes dans ses projets pour des raisons parfois extrasportives. On pourrait parler du Lucas Benassia, qui a été lui-même touché par ça il y a quelques années. On pourrait parler du cas Mediayaoui. On pourrait parler du crack générationnel qui était Samir Nasri, qui à l'époque était aussi en termes de représentation à ses débuts représenté par des gens qui étaient autour de l'OM pour faire de l'argent. Donc comment entre l'OM et ces jeunes-là talentueux, on peut trouver le meilleur mix pour que les deals soient gagnant-gagnant et qui laissent moins de goût amer que ce qu'ont pu être pour des raisons diamétralement différentes, mais récemment les cas Sternal, le cas Camara, et j'en oublie encore sans doute. En fait, c'est la problématique des jeunes, elle est énorme. Moi, je peux pas parler des 20 dernières années parce que je connais pas les effectifs de jeunes des 20 dernières années de l'OM, mais je sais pas s'il y a plein de rendez-vous manqués avec des jeunes qui avaient le talent pour faire et qui n'ont pas su être accompagnés et qui n'ont pas su faire. Moi, là, ce que je sais, c'est que l'OM, ils ont des générations et des joueurs qui peuvent percer. Certains qui ont déjà commencé à percer. Vaz, c'est de la post-forme, mais il a éclos chez toi. Et que, comme tout le temps, c'est compliqué. Et moi, j'entends ils prétendent à des salaires première ligue et on peut pas leur donner. Mais Ayoub Wadi, ça fait 3 ans qu'il joue à Lille. Je pense pas qu'il avait moins de prétendants que ce qu'avait Bakola ou Vaz. Je pense pas qu'il avait pas des bruits à l'oreille de là, tu vas là-bas, tu peux gagner plus. Et malgré tout, il enchaîne les saisons à Lille. Il partira pour 50 ou 60 millions ou je sais pas combien après leur avoir rendu des services sur le terrain. Il touchait pas un salaire première ligue, à mon avis, la saison dernière, Youb Wadi, quand il a commencé Et Lille. justement, Ouais, c'est ce qu'il dit justement. c'est ça que je te dis. Et Ouais, non, mais Que toi, j'abonde dans ton sens, on est justement. d'accord. toi, on t'explique que tu es obligé de leur donner des salaires de première ligue pour rester. J'y crois. Enfin, moi, je sais pas qu'est-ce qui peut se Est-ce qu'il n'y a passer. pas une phase transitoire? Parce que qui soit payé là, au ras des pâquerettes, entre guillemets, sur la grille salariale de l'OM, et que par rapport à ce qu'on va leur demander au tenté, et dans 6 mois, 1 an, ils imaginent des émoluments un peu plus conséquents, ça peut s'entendre. Mais effectivement, moi, je reviens sur le fameux salaire Première Ligue. C'est-à-dire, si tu les avais vendus à des clubs de haut de Championship ou de bas de Première Ligue, comme ça a pu être évoqué, et que ces clubs-là leur donnent le fameux salaire Première Ligue, encore une fois, la moyenne en Première Ligue, si tu ramènes livres, euros et compagnie, etc., c'est l'équivalent de ce que touche Emerson ou Rouli à l'OM. Mais Et je Ça pense fait pas, combien, ça fait combien, Max? ça fait 300 K, je crois, par mois, à bien peu sûr près. Ah ouais, Ouais. mais Après, il abuse pas. juste sur Emerson, c'est quand même un joueur expérimenté qui a des références européennes assez importantes, plus probablement une prime à la signature qui a été lissée dans son salaire. Rouli, qui est un des top 3 meilleurs joueurs. Ça, Mais c'est pour ça Non, mais qu'en c'est fait, énorme, 300 000. tu peux pas demander quand tu es représentant de ces joueurs-là. Alors, je dis pas que je crois pas à ce qu'on essaie de nous faire comprendre, hein. Il y a sans doute des demandes un peu extravagantes des joueurs, des interrogations de la part du club sur le potentiel de ces joueurs.
sur aussi leurs valeurs marchandes, etc. Mais ça arrive, si vous voulez. C'est là où moi, ce qui me pose problème, c'est que ça arrive dans un contexte global où il y a quand même très peu de belles histoires à l'OM depuis quelques années. Il y a très peu de joueurs attachants. Alors le club n'y est pas forcément toujours pour quelque chose, hein, mais c'est un constat. Il y a très peu de belles histoires. Il y a quand même une capacité à acheter, vendre sans cesse qui, moi, m'impressionne, mais qui me questionne aussi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de départ heureux. Quand quelqu'un part de l'OM, soit il est en conflit avec le club, soit le club fait une bascule financière type Luis Enrique et se gargarise un peu de on l'a fait péter, regardez, il est à l'Inter. Bon, pour ce que ça vaut cette année et puis pour ce que ça a valu sur l'ensemble de son passage, on peut en discuter. Mais si c'est récupérer 50 millions sur 2 jeunes à fort potentiel, mais qui ne te donnent pas de garantie, pas de problème. Mais si tu fais encore exploser ta masse salariale ou que tu déséquilibres ta grille avec des Kondogbia, Pavard, etc., etc., on peut discuter des cas individuels, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais si tu as une masse salariale déséquilibrée, tu as parlé de Mopé par exemple tout à l'heure, bah, à un moment donné, il va aussi falloir réduire cette mauvaise gestion-là et ces coûts réguliers de il vient 6 mois, il repart, on l'a acheté 20, on le revend 18, on n'a pas perdu grand-chose. Ouais, mais c'est 20 millions d'investis. Et on peut parler de Wai, on peut parler de Après, certains on en a autres, on parlé peut de ça, parler d'Ismaël Max. Koné. On en a Et, parlé et, et moi, de ce qui me ce gêne, jeune. c'est ça, en fait. C'est pas tant qu'on donne pas la chance aux jeunes, c'est pas tant que ce soit compliqué pour eux de les intégrer, c'est que globalement, je trouve que les mercatos, tu progresses un peu sportivement, mais tu progresses pas à la hauteur de ce que tu investis. Et que même si tu les sors bien, que ce soit les jeunes ou les autres, c'est généralement des histoires avec où tu finis le bec dans l'eau. Et ça m'embête un peu. Parce que je pense qu'avec l'argent et les compétences qu'il y a, tu as sans doute moyen de mieux faire et de mieux profiler, notamment. Et Mais c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand je parlais du contexte Marseille. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps que d'autres clubs peuvent avoir. Quand on parle de Ayoub Bouhaddi, par exemple, son début de saison avec Lille, on a tous en tête le match où il se révèle un peu à l'Europe contre le Real notamment, où il est absolument choquant. Je crois que c'est 2-3 mois après, il a des semaines compliquées, Ayoub Bouhaddi, où il est pas toujours aligné dans le 11 par Genesio, etc. Et encore une fois, c'est une phase normale pour un jeune joueur. Et c'est une phase normale que tu traverses dans la plupart des clubs, que ce soit à Lyon, que ce soit à Lille, que ce soit à Lens, même à Nice dans le passé. Cette phase-là, elle est toujours trop tumultueuse à Marseille, et c'est souvent à ce moment-là que du coup émergent un peu ces questions de qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit le prolonger, etc. Parce que bah forcément l'agent, sur la base des performances des 3 mois avant qui ont été tonitruantes, il est en train de négocier un contrat beaucoup plus gros. Les performances du moment ne justifient plus cette négociation-là. Donc enfin, j'ai l'impression qu'on est pile dans ça avec Robinho Vaz et Bacola. C'est que bah on est dans cette phase de leur carrière sportive où ils sont un petit peu dans le creux de la vague de leur progression, et ça va reprendre naturellement après. Mais on n'a pas le temps d'attendre justement que le joueur digère tout ça et s'installe à son rythme sur des performances de haut niveau de manière régulière pour le coup. mais On est déjà en train de parler de potentiellement les revendre parce que l'agent est trop gourmand, parce que les demandes sont trop élevées ou parce que le club ne croit pas assez en eux, etc. Et j'ai l'impression que c'est toujours dicté par cette phase-là qui est normale dans la progression d'un joueur et que nous, à Marseille, soit on ne sait pas la gérer, soit on ne peut pas la gérer parce que le contexte est trop important et que l'immédiateté des résultats est trop forte. Et il y a sans doute un mix des deux d'ailleurs là-dedans. Mais après, il y a aussi une culture du conflit et de la relation média, parce que les premiers qui ont sorti l'info, c'est Foot Mercato et Santi. Nul n'ignore que de qui Santi est le relais de communication. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi un club et une direction qui pleurent sur le fait qu'on soit tout le temps le sujet numéro 1 disent en pleine période de trêve, alors que personne ne parle de l'OM, bon allez vas-y, une petite bombe atomique sur Vaz et Bacola, sur lesquels on en fait des romans. Enfin, je sais pas, je pense que 2 semaines avant que ça sorte, il y a la conférence de presse de bilan de Longoria où il parle de Samba Konaté, et t'as l'impression qu'il a à 2 doigts de pleurer parce qu'il a fait 6 mois en U15 à l'OM et qu'après il est parti à Cavigal et qu'après il a signé à Leipzig, il a pas fait ses débuts à l'OM. Et 2 semaines plus tard, t'envoies une bombe en disant Baz et Bacola, à tout moment on les dégage. Mais au pire,
déjà Vaz, il a 2 ans de contrat, donc je comprends pas pourquoi ça intervient maintenant dans la temporalité. C'est franchement, à part des trucs extrasportifs dont on n'a pas connaissance, j'arriverai pas à comprendre parce que je sais pas quel salaire il a, mais il ira jamais au bout. Enfin, tu peux que gagner le bras de fer. Il a encore 24, 30 mois de contrat. Si tu lui dis je te double ton salaire et tu rajoutes juste un an, il rempile. Et c'est comme ça que tu fais rempiler des mecs en leur promettant moins que ce qu'ils peuvent gagner ailleurs. C'est que tu as le temps avec toi et le contrat qu'ils ont chez toi. Un truc pour nuancer au petit ce que tu dis, c'est que peut-être que le club n'a pas le choix financièrement. Peut-être qu'ils se disent que bah là on est sur un équilibre qui est fragile et que bah voilà si j'attends, si entre guillemets j'attends, je le fais mariner, bah je pourrais pas en tirer 30 millions si jamais j'ai besoin de le vendre. Ouais, mais apparemment, Tu Alors, vois? il y a aussi une est-ce que info. le narratif peut être autre chose du coup? Est-ce que le C'est-à-dire? narratif peut pas être, est-ce que le club peut pas, sur les cas qu'ils imaginent épineux pour X ou Y raison, communiquer de façon plus transparente et plus directe en expliquant simplement. Alors si c'est une question d'argent, on peut pas refuser 30 ou 35 patates pour Robinho Vaz, on n'est pas en état. Après les supporters comprennent ou comprennent pas, mais au moins soit tu dis c'est financier, soit tu dis c'est humain, soit tu dis c'est un souci de X ou Y, comme ça avait été fait par exemple avec Klose à un moment donné, avec Ismaël Koné à un moment donné avant de le lourder ou plus ou moins avant de le lourder. Comme ça a été mal, mais au moins on a tenté un narratif autour du cas Rabiot. Comme Renan Lodi, il y a eu le narratif de en fait la bascule financière est trop belle, on n'aura jamais ça pour ce mec-là. Du coup, avec les 25 millions, je crois que tu récupères, tu vas récupérer son remplaçant et voilà, tout le monde est plutôt content. Mais un peu plus de sincérité ou au moins un relais direct pour que les supporters puissent entendre une version Mais et qu'elle semble un peu plus honnête que. Enfin, le pro- je crie pas à la malhonnêteté, hein. Je dis juste que des fois c'est un peu opaque et que les narratifs. Moi, je comprendrais. Moi, si tu me dis, on peut pas se permettre de refuser 35 millions pour Vaz parce que Mais c'est ça 35 fait. millions, parce que ceci. Mais le Ok. problème, Euh, le problème, Max, moi je comprends ce que tu demandes pour le coup, mais là on est sur une temporalité où les négociations sont en cours et tu ne peux pas livrer d'explications ou de conclusions définitives parce que t'es pas sûr de vendre le joueur. Il y a quand même un monde où tu finis la saison avec le joueur à minima et où il est là pour au moins 30 mois comme le disait Opti. Et d'un autre côté, il y a un monde aussi où tu le vends pour le coup. Donc je pense que à l'instant T, au moment où sort l'info, t'es obligé de commencer à préparer le terrain au cas où tu serais amené à le vendre parce que les négociations n'aboutissent pas ou parce que, comme tu le dis, t'es pas en mesure de refuser 30 millions d'euros vu l'état de tes finances, et ça fait le lien avec la conférence dont tu parlais au petit de Longoria de bilan de mi-saison où il évoque le besoin qu'a l'OM de vendre sur ce mercato pour pouvoir bouger. Je pense pas qu'on puisse attendre de réponses sincères à ce stade de la situation parce que pour le coup on est encore dans un jeu de pure négociation entre un club, le joueur et ses représentants. Mais pourquoi on le Mais en sait? fait, Moi, mon seul problème, c'est juste pourquoi on est jusqu'au au bout du courant. truc, Opti, et je te laisse après, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un narratif qui sort, qui est fait pour protéger le club. Comme si le club n'avait jamais rien à se reprocher, et comme si tout était bien géré par le club, que les joueurs qui sortent, c'est pour le mieux, les joueurs qui rentrent, c'est pour le mieux, que quand tu dis non à un joueur, c'est parce que c'est le joueur et ses représentants qui ont déconné, qui voulaient ceci, qui voulaient cela. Il y a Il est eu le super cas intéressant Camara. Max, ce constat. Il est super Bah, intéressant ce constat. Parce Ouais. que après, et ça je comprends. Je comprends qu'ils veulent protéger l'institution. Mais si tu les écoutes, depuis, allez, 48 mois, il y a 100 mecs qui sont passés au club. Tous ceux qui sont partis, il y avait une bonne raison de les lâcher. Et tous ceux qui sont arrivés, il y avait une bonne raison de les recruter. mais tu Ouais, mais sais pourquoi en même temps, tu sais ce tu que prends ça pas la trahit? décision si t'as pas une bonne raison. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que là, si tu suis un peu les relais de communication, le club n'a jamais tort. Et c'est facile, du coup, d'être le club parce que, pile, tu gagnes et face, l'autre perd. Mmh. Mais en réalité, si tu es à la place de Mehdi Benatia ou de Pablo Longoria, à chaque fois que tu prends une décision, j'ose espérer qu'ils la prennent parce qu'ils sont convaincus qu'elle est bonne, pour le coup. Donc, forcément, quand tu donnes une explication, elle semble aller dans le sens de te donner raison. Ouais, mais Mais ouais, mais le joueur, il est toujours en tort. d'un point de vue communicationnel, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait le club, en fait,
Ça donne cette impression parce que l'entre-deux, il est pas forcément, c'est un axe de progrès, il est pas forcément assumé d'un point de vue communicationnel. Les phases transitoires dans la résolution d'un cas, elles ne sont pas respectées. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, bah voilà, peut-être qu'avant de communiquer via Mercato, par exemple, on aurait pu, je sais pas moi, utiliser Roberto De Zerbi en conférence de presse pour, bah voilà, je sais pas moi, Robinho Vaz en ce moment, il est pas bien pour X ou Y raison, Bakola est pas bien pour X ou Y raison, et attendre parce qu'on l'a déjà vu dans des gros clubs, Liverpool, United, etc., etc., ou même Guardiola qui le fait régulièrement quand un joueur ça va pas, il va parfois lâcher des petits pics en conférence de presse. Et ça peut être des choses. Et là, forcément, en fait, derrière, ça va bien ou ça va pas. Tu vois? Ouais, je Et du comprends. coup, forcément, en fait, tu as des postures qui soit se défendent, soit attaquent. Parce qu'on est dans une situation, en fait, où c'est des situations entières où bah, c'est soit la faute de l'un, soit la faute de l'autre, et à la fin, il y a un gagnant et un perdant. Alors que derrière, on pourrait gagner à avoir des phases transitoires d'un point de vue com, et se dire que bah, il faut parfois assumer quand il y a des choses un peu floues, ou qu'on aimerait que ça se passe autrement, en essayant peut-être, plutôt que d'aller vers le... ou de donner l'impression, parce que je pense que c'est vécu comme ça, de pas forcément aller dans le conflit mais plutôt d'arrondir les angles. Mais là, c'est même pas question d'arrondir les angles. Là, pour moi, l'OM a inventé un sujet, pas inventé, il y a un fond. Mais l'OM a décidé de mettre sur la table et que tout le monde parle d'un truc dont personne n'allait les tenants, les aboutissants. Parce que là, ce qu'on fait, c'est que la réalité, c'est de la spéculation, c'est du long terme. On parle de tout ce qu'on a connu à l'OM. Moi, tu le disais tout à l'heure, avec Bouba, avec les joueurs qui n'ont pas percé, il y a Yaoui, il y a Adji, on essaie de trouver une constante. Mais là, en fait, l'OM met sur la table un truc qui pouvait rester, je pense, en interne. Et après, s'ouvre à l'eau de théorie du complot. Parce que là, tu peux te demander si la titularisation, honnêtement, hein, c'est pas pour dire que tout est mal et que Roberto Zerbi a fait une compo politique, mais tu peux te demander si quand Bakola il démarre contre Newcastle, ça a pas, c'est pas C'est pas pour lui lui faire faire valoir, ouais. signer un papier qu'on venait de lui donner 2 semaines avant dans la temporalité. Parce que là, ce que tu dis, c'est que tu lui as envoyé une prolongation de contrat auquel il te répond pas. Il démarre un match auquel personne s'attend. Tu viens de dire en conférence de presse que le coach, ça fait 3 mois qu'il dit qu'il est prêt. Et un mois après, après la titularisation à Newcastle, tu l'as plus revu, alors qu'il déméritait pas sur le terrain. Et qu'au-delà de pas démériter, il y a personne, enfin, il y a pas un joueur qui s'est imposé avec la rotation qu'on a au milieu de terrain depuis le début de saison. Et là, maintenant, on Après, explique qu'il a pas signé le bout de papier, qu'à tout moment, il s'en va, et qu'on espère que, on va avoir un transfert spéculatif, parce que pour Bakola, à l'heure actuelle, c'est tout ce que c'est. Bon, c'est pas nouveau dans le football, mais c'est un transfert, qui est basé que sur de la spéculation. Euh, je comprends ton point, Opti, pour le coup, et c'est vrai que t'es naturellement tenté de penser que cette titularisation, elle est un peu opportune dans ce contexte-là. La réalité, c'est qu'en vrai, ton, 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 ton résultat en Ligue des Champions, j'ose espérer qu'il est quand même beaucoup plus important que la prolongation de Bakola à l'échelle du club et au vu de tes ambitions. Le match contre Newcastle, pour le coup, il est assez important, pas crucial ou pas couperé, mais il est quand même très important. Je suis pas sûr que tu t'amuses réellement à prendre un risque aussi gros juste sous couvert de vouloir réussir une négociation de Ouais, je prolongation suis pour le coup, d'accord. Je suis non, et que d'accord. forcément, il y a pas de fumée sans feu. Si Bakola joue, c'est aussi parce que il mérite pour le coup ou il t'offre assez de garanties à l'entraînement pour lui faire confiance à cet instant T. Je pense pas que tu puisses le corréler. Alors que pour aller dans ton sens, pour aller dans le sens de dire peut-être que ça joue un petit peu et que entre un Bakola et un Nadir sur ce match-là, bah tu choisisses Bakola parce que il y a cet enjeu en fond de négociation. Je peux l'entendre, mais je pense pas que la titularisation elle soit conditionnée non, par je cette dis pas que c'est décision. le seul facteur. Mais on sait que Zerbi, il est très impliqué dans la direction sportive, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, c'est évident que il sait qu'il y a une enfin, il peut pas ne pas savoir qu'il y a une proposition de contrat. Lui, il se dit, je fais coup double. De un, je tente ce joueur que j'aime bien. De deux, ça peut peut-être débloquer un truc et tout le monde va être content. Je dis pas que, je dis pas qu'il y a qu'il y a une tierce personne qui arrive dans la pièce au moment où il fait la compo et qui lui dit, tu vas mettre Daryl obligatoirement parce que faut qu'il prolonge. Mais ça ne peut que faire partie de la réflexion, tu vois. Et juste et après je te relaisse Marwan parce que je sais que tu voulais compléter, mais pour compléter mon précédent propos sur ce que j'aime pas dans cette façon de communiquer, c'est aussi que ça crée des précédents. Et aujourd'hui, on voit, c'est pour ça que j'avais posé la question un peu innocemment sur Twitter de dire
est-ce qu'on est sûr que c'est toujours de la faute des entourages et des joueurs quand il y a des cas et des conflits comme ça? Et 99% des réponses étaient oui, c'est les joueurs, l'institution doit primer. Et en fait, ça remet sur le tapis les cas Liadji, les cas Boutoba, et ça vient X années après se moquer. Alors on n'est pas sur du harcèlement, mais on est sur des propos qui dénigrent très clairement les joueurs et leur carrière. Des jeunes qui sont passés par l'OM, n'ont pas percé, ont eu une carrière quelle qu'elle soit derrière. Je pense aussi à l'arrière gauche, mince, Rokia? Ah, Nkunku? Nkunku. Bref, je ne dis pas que tous les jeunes sont 100% blancs dans les affaires, que les entourages sont 100% blancs, qu'il n'y a pas de dérive, que les jeunes sont irréprochables, loin de là. Mais en fait, en arriver à avoir cette conclusion-là de dire ouais, mais regarde Liadji où il joue maintenant, regarde Boutoba mort de rire, et Nkunku et trucs et machin. Bah en fait, on oublie quand même que ces joueurs-là, ils avaient tout plein de rêves et tout plein d'espoir, qui se sont peut-être fait avoir par soit le club, soit les entourages, soit les agents de l'époque, soit. Et j'aime pas ce côté on se moque. Et en fait, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, en mettant cette petite graine de ils veulent être au-dessus de l'institution, quel que soit leur parcours derrière, on reviendra à dire si Vaz ne perce pas, ah oui, mais Robinho, à un moment donné, il a pris la grosse tête, nanani, nanana, maintenant il joue à Wolfsburg, il est nul, il est en Bouli 2, j'en sais rien, tu vois. Et Ouais, j'aime j'ai vu pas ça, trop ouais. ce narratif-là. J'aime pas trop le narratif qui fait qu'on tape sur des gamins qui sont généralement qui se retrouvent dans de la haute finance, hein. Enfin, faut être très concret, Après ils Max, sont parfois mal entourés, mais je sais les pas. gens qui Il y disent a ça, il y a un truc qui me gêne. souvent ça vient de Twitter et ça vient parfois de comptes, tu sais. Il y a des comptes clubistes autour de l'OM comme de partout de toute façon, et c'est beaucoup plus facile de prendre la position du club que de prendre la tangente et d'essayer de donner un peu une perspective critique aux choses. Voilà, comme tu as très bien cité les cas, moi aussi je trouve ça dégueulasse très sincèrement parce que il y a des joueurs là-dedans qui avaient littéralement des rats comme animaux de compagnie chez eux et qui avaient des demandes salariales qui peut-être effectivement n'étaient pas adéquates par rapport à ce que le club pouvait offrir. Ça peut arriver, c'est comme ça. Les deux parties essayent de se conjuguer, ça ils n'y arrivent pas, chacun trace sa route. Et c'est vrai que c'est complètement petit de s'en targuer maintenant. Maintenant, on cite des cas et maintenant ça remonte à 7, 8, 9 ans, tu vois. Il y a des directions qui sont passées, c'est un club qui est instable, qui a été instable ces dernières années. Le club n'a pas toujours eu un flux de talent aussi important que ce qu'il a pu connaître aujourd'hui, que ce qu'il peut connaître pardon aujourd'hui. Et encore une fois, il faut à chaque fois contextualiser les cas. Et je pense que les cas Bakola et Vaz, il y a aussi peut-être des réalités qu'on ignore. Il y a peut-être Ah aussi bah, des réalités qu'on on ignore, tu vois. je ne dis pas qu'encore une fois que les jeunes sont à chaque fois, on connaît tous et on a tous entendu la tentation quand tu as 18-19 ans, que tu sors d'un milieu un petit peu défavorisé, tu te retrouves avec toutes les portes qui s'ouvrent, de l'argent, la notoriété et tout ce qui va avec. Forcément, il y a des tentations et forcément, même les plus grands joueurs sombrent dans les tentations et on le sait pas. Et Bah quand t'as on le ça, sait, oui, bien sûr. Bien sûr, et les entourages sont parfois, et quand je dis entourage, c'est aussi des agents de passage hein, qui, on le sait, font et défendent parfois les carrières de jeunes. bien Mais sûr. voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on en arrive à banaliser des gamins qui ont peut-être eu une trajectoire un peu brisée et pas forcément 100% de leur faute, en me disant oui mais regarde l'OM c'est plus fort que tout. Bah, depuis que l'OM s'est séparé de Liadji ou de Boutoba, il n'y a pas eu de grands événements notables à Marseille non plus qui méritent Bien sûr. de dire que regarde ils sont passés à côté de la chance de leur vie et le club sans eux a eu une voilà, il n'y a pas de De Ligue toute des façon, Champions, Max, il n'y ça a pas de c'est titre, il n'y a pas de c'est des gens qui font de la pensée systématique. De la pensée systématique, ils vont tout essentialiser, ils vont mettre deux blocs, un bloc OM, un bloc jeunes joueurs, et ils vont analyser en fonction des rapports de force entre les deux. Alors qu'à chaque fois, en fait, les deux blocs changent, ouais, ils s'entrecroisent, ils s'entrelacent, et là, pour le coup, force est de constater aussi que, ouais, enfin, il faut se rendre compte de ce qu'est devenu le football aujourd'hui. Aujourd'hui, un joueur de 18 ans, il peut être titulaire dans un grand club en Europe. Aujourd'hui, bien sûr. parmi les meilleurs joueurs du circuit, t'en as qui ont 18, 19, 20, 21 ans. Donc, forcément, derrière, ça te crée une mutation à la fois dans la façon dont les clubs vont les envisager. Bah là, un joueur de 18 ans aujourd'hui peut m'apporter directement en équipe première. J'ai ça comme attente. Et de l'autre côté, t'as un joueur de 18 ans qui se dit, bah moi, si je joue pas aujourd'hui, c'est déjà peut-être un peu tard. Peut-être que le train il est en train de passer. Donc, je vais demander du temps de jeu, je vais demander du salaire parce que sinon, je l'aurai pas plus tard. Et je vais laisser passer le train et je suis pressé. Donc, t'as plein Lucas de choses, en Bernal, fait. par exemple.
le cas peut-être, moi j'ai pas connaissance là-dessus, mais peut-être, d'autres cas aussi. Et d'un côté, et de toute façon, ça il faut se le dire, les amis. Aujourd'hui, les clubs, ils s'en tapent des histoires d'amour, ou beaucoup moins que ce qu'ils disent. C'est qu'aujourd'hui, tu as des impératifs d'entreprise, ils cherchent à remplir des lignes de compte. Si Vaz et Bacola demain t'en tirent 30, 40 millions d'euros, tout le monde sera content. Tout le Mais monde sera content. c'est pour ça que moi, ça me fait un petit peu marrer quand tu parlais au petit tout à l'heure du jeune qui était passé par la préformation de l'OM et où Longoria était très paniqué, très déçu de pas l'avoir eu dans son giron. Moi, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il est déçu parce qu'il l'a pas vu jouer à l'OM ou est-ce qu'il est déçu parce qu'il l'a pas vendu 40 patates? Mais il est déçu parce que la valeur marchande de 40 patates, elle est dans les actifs de Leipzig et pas chez lui. C'est la seule raison pour laquelle il est déçu. Il peut pas nous inventer une autre histoire. Donc Marwan, il a bien raison quand on dit qu'il y a aucun romantisme là-dedans. Moi, ce qui me faisait rire dans ce qu'il disait Marwan, surtout, c'est quand il jugeait les trucs, les supporters qui sont dans une édition clubiste, et que là, Bacola et Vaz, ils se font incendier parce que le club sort une communication qui va dans le sens de l'incendier. Mais s'ils obtiennent gain de cause, qu'ils ont les salaires et les primes à la signature qu'ils veulent, tout d'un coup, ça deviendra les magnifiques minots à qui Exactement. Les chouchous. il faudra Exactement. insulter Tuderby le week-end prochain parce qu'il les fait pas jouer. Donc, Exactement. le biais clubiste dans ces sujets-là, il est pourri. Et puis, va expliquer, enfin, Booba, par exemple, la plus grosse réussite du centre de formation des dernières années, c'est Booba. Booba, il a braqué l'OM. Booba, il a toujours eu gain de cause dans ses négociations. Il a eu ses primes à la signature d'1 million. Il a eu ci, il a eu ça. Il s'est barré libre. Et c'est le meilleur joueur formé à l'OM dans le football international de l'heure actuelle. Que dire de plus? Est-ce que parce que t'es gentil avec ton club formateur, tu vas faire une meilleure carrière? Tu vois, quand ils disent que Liadji et Boutoba, ils ont raté parce qu'ils ont pas signé à l'OM, ou même t'as l'impression que, je vais pas être vulgaire, mais ils ont une certaine jouissance à voir ces mecs rater leur carrière. Enfin, au bout d'un moment, ça c'est des cas, c'est limite des cas cliniques, quoi. Il faut consulter des spécialistes. Non, mais c'est pour ça qu'au petit, le clubisme enfin, quand tu veux comprendre ce sport de façon sérieuse et que tu veux en parler encore une fois de façon sérieuse, le clubisme n'apporte rien, en fait. Littéralement, ça n'apporte rien parce que tu es dans un rapport émotionnel avec ton club de foot que lui, en fait, ne te rend pas. En plus. Parce que ton club de foot, demain, il te considère comme un panier d'achat. Lui, il fonctionne comme une entreprise et tout le marketing émotionnel qui est autour qui est autour de toi et de ton lien avec le club, etc., c'est uniquement fait pour que tu prennes un abonnement, que tu achètes des maillots, que tu fasses vivre le club, etc. Et je vous le dis encore une fois, Vas-y. c'est que ça peut exister un peu le romantisme, etc., que ça fait plaisir à tout le monde. Et tout le monde est content de travailler dans le football aussi pour cette dimension symbolique. Mais à la fin de la journée, pour parler avec des professionnels du milieu, et j'ai aucun doute sur le fait que dans ce plateau-là, c'est aussi le cas d'autres personnes, tu parles à des directeurs sportifs, tu parles à des recruteurs, tu parles à des joueurs, mais les mecs, parfois, s'en tapent, et souvent s'en tapent du maillot qu'ils ont sur l'épaule. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent jouer au foot, avoir le compte en banque rempli, et parfois même l'un plus que l'autre, selon les cas. Donc les gens s'en tapent. Donc si vous voulez comprendre ce sport, enlevez les égard clubistes, n'écoutez pas ces comptes bidons qui te font croire que l'OM c'est plus fort que tout, je sais pas quoi dans ce type d'affaires. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a pas ce genre de règle n'existe pas dans le football, les amis. Ça n'existe pas. Moi, j'aurais pas Ouais, un œil aussi cynique que toi parce que c'est un truc que tu peux cultiver. On a des clubs qui en font la preuve. Tu vois, par exemple, surtout en Espagne, là, j'ai Bilbao qui te dit en tête. C'est des trucs que tu peux cultiver. Mais tu Mais peux pas. Bilbao n'est pas sur le marché des transferts. Oui, mais Tu vois. Enfin, ouais, ils sont voilà, on hors est d'accord, circuit. mais ils sont hors circuit, tu vois. C'est bah un après, modèle qui est tu différent, peux tu vois. trouver un modèle entre deux, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est pas du 100% cynique, on est complètement d'accord, mais aujourd'hui, c'est bien du 95% de cynique. Enfin, encore du 5%, mais au final, les clubs de top niveau aujourd'hui sont complètement dans le cynisme. Ouais, et en Tu vrai, vois. pour relativiser le cynisme, c'est aussi que je pense, enfin, la façon dont on doit essayer de consommer le foot sainement à notre échelle de supporters, c'est de s'atteler à ce qui se passe sur le rectangle vert, en parler, l'analyser du mieux qu'on le peut. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal avec ce genre de sujet, pour le coup, où, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les tenants et aboutissants. On sait que les enjeux sont bien plus grands que la belle histoire qu'on essaie de nous vendre d'un côté, ou les mauvais garçons qu'on essaie de nous vendre de l'autre. Et qu'en réalité, c'est qu'une question d'argent à la fin, d'intérêt personnel, d'intérêt de carrière aussi, pour le coup, Mais c'est pour pour ça qu'on ne peut pas certains. rester sur le rectangle vert, Younes, parce que le poisson, il pourrit toujours par la tête.
quand tu vas analyser ce qui se passe sur un terrain de foot, tu dois analyser ce qui se passe en amont. Et au final, et tu regardes même, quand tu regardes même les interviews chez Club des 5, etc., le dirigeant, il te parle, il te dit que le rectangle vert, c'est juste l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Tu vois? Ouais, bien sûr, mais enfin, Tu vas manquer quelque chose, tu vois, si tu restes que sur le football. alors, Moi, Mais est-ce que c'est pas mieux de rater des trucs? exactement, c'est ce que je veux bien dire. En fait, sûr. c'est que dans tous les cas, tu vas forcément rater quelque chose, et ça, je suis parfaitement prêt à le concéder pour le coup, et en restant sur l'analyse de ce qui se passe sur un terrain pour le coup. Tant que t'en es conscient et que tu sais que ton degré d'analyse, du coup, il peut pas être aussi poussé que Ouais, quelqu'un non, qui prend toutes tes bien sûr, variables, bien sûr. Et c'est pour ça bah que je après, disais, chacun fait comme il veut, tu vois. d'analyser autant que tu le peux avec les éléments qui sont à ta disposition pour le coup. Ouais, ça se défend complètement. Hein. On verra là, le mercato est ouvert depuis quelques heures. On verra s'il y a eu des premiers départs ou des premières arrivées d'ici une semaine, le prochain épisode. Est-ce qu'on passe pour le coup sur ce qui se passe sur le terrain, messieurs, ou est-ce que vous aviez des petites choses à ajouter pour clore ce sujet un peu mercato, jeune, prolongation? Non, vivement le Passons numéro au 10. Vivement le numéro passons 10, vu que c'est aussi ça au l'info de la semaine. Aussi. Si on regarde un peu le calendrier, alors déjà rendez-vous dimanche 15h, un horaire inhabituel pour l'OM, mais c'est bien dimanche 15h pour la rencontre face à Nantes. Et surtout, et c'est la première question que je vais vous poser, j'ai regardé le calendrier du 1er janvier au 1er février, 8 matchs, 4 compétitions. Comment est-ce qu'on gère? Voilà, la question est toute simple pour démarrer. Bah, je pense qu'il nous faudrait déjà un état des lieux des états de forme de chacun. Les joueurs ont repris l'entraînement il y a 3 ou 4 jours, si je me trompe pas, la semaine dernière. On a vu des images de Medina à l'entraînement. On a eu vent d'un possible retour de Gouiri qui devait reprendre l'entraînement collectif également. Qu'Ahmed Traoré, normalement, devrait être prêt et qu'il aurait potentiellement pu être prêt pour le dernier match de Coupe de France et qu'on n'a pas pris de risque en le mettant dans le groupe. Donc, si tu reprends tes considérations avec quasiment ton effectif de septembre, où à l'époque on disait que l'effectif n'avait jamais été aussi fourni en quantité, en qualité, là a priori tu n'as qu'Aguerd qui va être absent et potentiellement Aubameyang qui va être en phase de convalescence de sa blessure, mais aussi je pense de régénération parce qu'on l'a envoyé carbonisé au Maroc et on va le récupérer pas moins carbonisé, et potentiellement aussi affecté moralement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la fédération gabonaise. Si tu as ton effectif au complet, pour le coup, tu n'as aucune raison de redouter ce calendrier de matchs qui t'attend parce que ton effectif, tu l'as construit justement pour ces périodes-là et que, à mon sens, il n'y a pas de raison de s'alarmer par cet enchaînement de matchs tant que tes joueurs sont présents et que tu ne déplores pas de blessures particulières comme tu l'as eu en octobre-novembre, par exemple. On Donc n'a moi, pas de mon parlé côté, d'Ahmed Traoré, hein. vraiment pas d'inquiétude. De quoi? On n'a pas parlé d'Ahmed Traoré, qui est le gros Si, point d'interrogation je l'ai mentionné pour le coup en disant que normalement il était censé être apte pour la Coupe de France et qu'on n'a pas pris de risque. Ouais, mais normalement. Oui. À quoi tient normalement? Moi, tant que je ne le vois pas sur une feuille de match, j'ai un gros doute sur quand est-ce qu'on va le récupérer. Marwan? Est-ce qu'il y a quelque chose à prioriser, justement? Parce que bon, juste pour ceux qui n'auraient pas le calendrier sous les yeux, 4 janvier, Nantes au Vélodrome. Jeudi 8, Trophée des champions au Koweït. Très bonne idée. Après, chacun, peut-être que selon vous, c'est des vraies bonnes idées, donc vous me direz juste après. Le mardi suivant, le 13, Bayeux en Coupe de France. On enchaîne avec Angers à Angers, donc t'es à peu près dans la même zone géographique. Je suis même pas sûr que quoique ils vont peut-être revenir pour 48 heures, mais les deux déplacements consécutifs. Et après, t'as quand même 4 matchs qui, à mon sens, sont un peu charnières dans toute ta saison, ta deuxième partie de saison. Liverpool au Vélodrome le 21, Lens au Vélodrome le 24, Bruges à Bruges le 28 et le PFC à Paris le 31. Autant dire que là, on aura des choses à débriefer dans chaque épisode. Mais voilà un peu ce qui attend l'OM sur ces 4 prochaines semaines, en sachant qu'après, même si tu repasses à un match tous les 2 jours, et attention aussi avec des champions et l'avenir
de là où tu termineras, en fonction de là où tu termineras, l'avenir de ton calendrier peut changer, mais tu démarres février avec déplacement à Paris et réception de Strasbourg. Bah, c'est Petit un calendrier. calendrier, enfin, faut le dire, hein, quand tu le conscientises comme ça, c'est peut-être la période la plus importante de la saison de l'OM. Alors pas que, il y en aura d'autres qui forcément se présenteront en fonction de la conjoncture et du développement de celle-ci, mais là, moi je sais que certains veulent faire l'impasse dessus, mais je vois pas pourquoi on devrait faire l'impasse sur le trophée des champions. Aussi étrange qu'il soit, au Koweït, et cetera, il y a pas de souci, mais c'est quand même une possibilité de trophée pour un club qui n'en gagne plus depuis, plus d'une décennie maintenant. Je voulais vous Heu, demander, ça représente quelque chose à vos yeux? Premier degré, hein, moi je trouve que oui, mais peut-être pas aux yeux de tous. Bah, c'est un Mmh, classico en plus perso, donc ouais, moi en ça fait, c'est va, ouais. ça. Moi, c'est ça l'argument. Si ça avait été un match contre Toulouse ou contre Nantes, peut-être que je l'aurais considéré différemment. Là, le fait que ce soit le Paris Saint-Germain, que tu encore une opportunité, bah, d'une part, de les priver d'un trophée, c'est toujours bon à prendre, et en plus, de confirmer la victoire que tu as eue contre eux en septembre, c'est le peu d'entrain que je vais avoir sur ce match-là. Et enfin ça et puis juste un truc avant que Petit enchaîne, sincèrement, c'est un trophée qui même chez les grosses équipes à l'étranger n'est pas boudé. C'est un trophée qui compte, voilà, c'est pas, comme Il une a coupe pas nationale. le tien, il a En vrai, il compte quand il te permet de dire que tu as fait un sextuplé ou que tu as fait un Mmh. triplé national, et cetera. J'ai l'impression qu'enfin, il compte en cerise sur le gâteau, il compte pas forcément en Oui, Mais tant bien que est-ce qu'il n'est sûr, je suis pas trophée d'accord. généralement joué aussi à une période un peu plus précoce dans l'année, Si, si, qui si. te permet aussi de faire un vrai état des lieux de ton effectif de pré-saison ou presque? Parce que là, On gagne moi plus rien j'entends hein, depuis je sais pas combien de temps, là. le calendrier chargé du PSG, j'entends, mais ça n'arrange ni le PSG ni l'OM de te le caler là le 8 janvier à l'autre bout du monde. franchement, je vais pas faire le mec cynique, mais il a jamais eu d'importance, ce trophée. Heu, enfin, le OM Lille 5-4, je me rappelle même pas qui sont les buteurs, alors que normalement, un trophée qui se joue sur un 5-4, s'il avait de la valeur, tout le monde se rappelle du match à la perfection. Moi, la vérité, je préfère battre Paris en championnat sur la phase retour et faire 6/6 pour la première fois depuis, je sais pas si je l'ai déjà vécu, que les battre dans le trophée des champions. Pourquoi Honnêtement, faire un choix? ouais, c'est l'idéal, mais genre, j'allais c'est pour moi, genre, si tu me dis que l'OM a stop sa dizaine de trophées avec ce trophée, avec cette victoire-là, je te prends pas au sérieux. Genre, pour Bah, c'est moi, un trophée, honnêtement, hein. C'est pas le trophée qu'on veut, mais c'est un trophée. c'est un trophée. Face au PSG, sur un match, en finale, voilà, c'est pas un truc qui me fait rêver non plus, mais je vois pas pourquoi est-ce En que fait, l'OM pourrait se permettre de le laisser passer, quoi. c'est un trophée quand c'est l'affrontement du vainqueur de la Coupe de France et du championnat. Quand c'est l'affrontement du vainqueur du championnat et du deuxième, parce que le vainqueur du championnat a aussi gagné la Coupe de France, c'est, Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est un trophée qui est entre guillemets «sous-valorisé» et à juste titre, tu vois? non, mais même en France, il a pas d'histoire, genre. Et tu vois, en Italie, la Super Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Espagne, c'est autre chose. Super Coupe d'Espagne, c'est phase aller-retour. Je crois que c'est les. Tu le laisses filer du coup? Parce que c'est ça la vraie Non, question qui se pose au je laisse final, tu pas vois? filer. ouais, ouais, J'ai envie de le ouais, gagner. Mais la réponse, elle est entre les deux. C'est que si tu le prends, tu vas pas aller sur le vieux port. Si tu le prends pas, ça reste un petit peu chiant. franch- franchement, c'est quoi les matchs de la même semaine? Toi, tu le prends comme un amical plus, au petit? Je préfère passer le Tour de France contre Bayeux que gagner le trophée. S'il y a qu'une victoire, Mais non mais qui t'est allé jusque là-bas avec le déplacement, la fatigue, etc. Faut le jouer à fond. non, je veux le jouer à fond. Mais la défaite me fera moins de choses que je sais pas, moi, je préfère gagner Nantes que gagner ce match-là, honnêtement. Au risque de, Ah ouais? Bah, c'est, c'était tout l'intérêt de la question. C'était de savoir un peu comment vous vous placiez par rapport à Ah, vous ça. êtes dur, hein. non, faut le jouer, mais j'en ai rien à faire. Genre, Moi, c'est un match de Ligue 1 plus, hein, perso. C'est Ligue 1 plus, pour moi, franchement, ce match. pour moi, je sais pas, le seul entrain, je sais pas, mais envoyer que les deux équipes envoient l'équipe réserve ou je sais pas, un truc rigolo, mais il me fait ni chaud ni froid. Qui l'a gagné l'année dernière et contre qui Paris l'a joué? Je sais pas. L'année d'avant. En fait, je peux pas donner les 4 derniers gagnants, je sais pas quand Monaco, non? Non, je sais plus, je sais pas. Ouais, c'était PSG Monaco. Mais mais on s'en souvient parce qu'il y a eu le match je crois. décalé. Mais est-ce que tu t'en souviens s'il n'y avait pas eu l'histoire du match décalé et l'inversement entre leur match Non, mais championnat et ça?
on va le prendre dans l'autre sens. Si l'OM gagne ce match-là, pour le coup, ça va faire un match qui fera date. A priori, tu bats le PSG dans un contexte comme celui-ci avec une coupe qui sera remise à la fin. Je pense que tu vas t'en rappeler de ce match-là. Pour le coup, on n'a pas assez de victoires contre le PSG sur les 10 dernières années pour que tu te permettes d'occulter une victoire et que tu me cites pas le nom des buteurs dans 5 ans. Je préférerais la victoire au Vélodrome du début de saison. Là, il faut pas choisir. Je te parle juste de ce match intrinsèquement. Franchement, je te dis, je fais pas semblant. Même si j'en ai peut-être le jour du match, je vais avoir un truc et je préfère le gagner. Mais j'en ai rien à siffler de ce match. Ça me fait Le dernier club qui l'a gagné en dehors du PSG, c'est le LOSC, en Palestine occupée. C'était en 2021. Donc, Et eux, ils le disent hein, qu'ils l'ont gagné. Hein. Ils le disent qu'ils l'ont gagné. Hein. Ça avait été délocalisé où, Marwan? En Palestine occupée. Voilà. Et donc c'était 1-0, 1-0. Je sais même plus qui avait marqué pour le coup, ça c'est vrai, mais on s'en souvient aussi de ça. Ouais, mais il y avait pour le coup, c'était un affrontement entre deux vainqueurs. C'était un affrontement entre deux vainqueurs, c'est vrai. Mais moi, pour le coup, en fait, l'hégémonie du PSG sur le trophée des champions, ben le fait que j'ai aussi envie de les taper, tu vois, même si c'est un trophée éclaté de base. Moi, j'ai envie de les taper parce qu'en plus, tu vas recevoir derrière si tu le perds. Tu vois. En fait, le truc, c'est que s'ils le perdent, ils vont vraiment être vexés. Ouais, c'est ça le truc aussi, tu vois. Alors que si nous on le perd, je dis pas c'est la suite logique des choses, mais alors que moi, si tu gagnes, je suis content. Ne serait-ce que pour la session van. Au petit, je t'attendais, moi je pensais que t'allais être à bloc là, pour le gagner là. Au petit, Marwan, on l'a perdu depuis un mois ou deux là. Il faut qu'on ait un mois de janvier tonitruant parce que il est teinté de pessimisme. Non, mais regarde, tu me dis, regarde, en fait, ce qui vous fait dire ça, c'est le trophée. Mais je préfère battre Liverpool au Vélodrome que gagner ce trophée. Mais il y a pas à choisir. Non, mais justement, arrête de mettre en parallèle avec d'autres matchs. C'est pas la Ligue 1 Games, tu vois. C'est pas la Ligue 1 Games que t'avais été gagné avec on respecte avec Villas-Boas sur un but de Radonjic, tu vois. C'est pas facile ça, Etienne. Hein. Honnêtement, c'est pas loin, genre. Oh là là. Mais le fait que ce soit un OM PSG, ça te stimule pas plus que ça particulièrement. Le fait d'avoir un match de plus contre eux dans la saison, ça te procure rien. Il m'a dit Bayeux, je préfère gagner contre Bayeux. Ouais. Après, je suis d'accord avec lui que entre un super parcours en Coupe de France et s'éviter la honte d'une élimination contre Bayeux. Non, mais ça aurait même pas été Bayeux. Oui. Non, mais en fait, c'est là que comparaison n'est pas raison. En fait, pourquoi on doit comparer ce match pour essayer pourquoi on doit donner quelque chose de la saison pour ce match-là? Ce match-là, c'est un bonus, tout simplement. On ne perd rien dans la saison si on le gagne ou si on le perd. Tu me dis, la question, il me semble, c'était quelle valeur tu donnes à ce match-là? Je suis obligé de faire comparaison il n'y a pas meilleur moyen d'estimer la valeur de quelque chose que le comparer, tu vois. Ok, donc une victoire contre Bayeux a plus d'importance pour toi que contre le PSG. Contre Trophée des Champions. Une non-élimination en coupe. En fait, c'est l'élimination. Le match contre Lille l'année dernière me hante encore, alors qu'on perd contre Paris. La vérité, 1 heure après, je pense au match d'après et j'en ai plus rien à faire. Alors que le match de Lille, je peux avoir des semaines où j'y pense, où je me dis, alors que c'était quoi? C'était un 16e Lille l'année dernière? Ouais, c'était 16e, je crois. C'est l'élimination en 16e de finale contre Lille l'année dernière au Vélodrome, elle me fait plus de mal que si on perd ce match-là. Genre, ce match-là me fait ni chaud ni froid. Si on le gagne, tant mieux. Si on le perd. Et Opti me fait des leçons sur le cynisme après. Hein. Il me fait des leçons sur le cynisme. Hein. Cet homme qui marche sur un classico au Koweït, mon ami. Mais encore plus, à la limite, tu me dis c'est au Stade de France. Mais là, les supporters marseillais vont le boycotter. Ça c'est très bien de leur part d'ailleurs. Ouais, le seul truc qui m'intéresse, c'est de savoir que les supporters marseillais vont le boycotter, donc le club va se ridiculiser une énième fois du supporterisme. C'est le seul truc qui me fait. En fait, l'OM a déjà gagné. L'institution a déjà gagné ce match-là. Après, mais je pense pas. Hein, tu sais que je pense vraiment pas. Hein. Je pense qu'ils ont pris leur chèque pour la délocalisation par le Koweït et c'est tout ce qu'ils voulaient. Hein. Ils s'attendaient pas à un succès. À la LFP. Non, la LFP, je m'en tape. Je sais que les supporters marseillais l'ont boycotté. Le club va y aller et faire un tifo financé par Nasser. L'institution OM et l'entité OM a déjà gagné. Après, si les hommes de Derby gagnent, tant mieux. Mais
Pour moi, c'est franchement. Genre le but là, vas-y, but de Amine Gouiri qui est revenu. Ouais. Tu célèbres pas devant ton écran. Tu regardes À la ton écran comme ça, 89e. il a fait son taf. Non, je prends. Focus sur Bayeux. Focus En Bayeux. fait, ouais, Focus Bayeux. Focus il Bayeux devant l'écran. déplorera le fait que Gouiri soit resté jusqu'à la 89e alors qu'on a match contre Bayeux dans 4 jours. Non, parce que pas besoin. Mais ça me fera. Je sais On met pas l'équipe type. On met pas l'équipe type au petit contre le PSG. On fait tourner un peu. Non, tu mets l'équipe. À Bayeux 3 jours après quand même, Marwan. Ah, c'est vrai, faut se reposer un peu. Attention, l'ogre. Tu mets l'équipe type, tu fais tout pour jouer, tu es obligé. Mais Là. si tu gagnes pour toi, genre, je sais pas, la saison. Par exemple, on finit 8e, on gagne une Coupe de France, la saison réussie. On finit 8e, on a Ah, gagné. pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais Ah, moi, elle est pas réussie. Hein. les gars, on gagne une Coupe de France. C'est tous, les gars, gagner une Coupe de France, tous les joueurs de l'effectif ou tous les mecs qui ont participé à 1 minute des matchs de Coupe de France sont dans l'histoire du club. Déjà, tu gagnes la Coupe de France, tu finis 8e. À mon avis, le club, il met la clé sous la porte. Ou pas loin, pour caricaturer, tu vois. Donc, on va gagner un vrai trophée, au moins. Let's go! Non, mais le truc, c'est que, moi, après, la Coupe de France, j'ai pas un affect de dingue, tu vois, avec ce trophée-là, tu vois. Attends. Non, mais pas plus. Non, mais attends, je sais ce que tu vas dire. Pour le trophée des champions, Dis-le. pour le trophée des champions, on se souvient même pas quand c'est que Paris gagne, quand c'est que Paris perd, où c'est que ça a été joué, on se souvient pas qui a été but. Ouais, on l'a perdu on l'a perdu avec Villas-Boas, je crois. Tu te rappelles du score quand on l'a perdu avec Villas-Boas alors que c'est ton coach préféré? Contre le PSG? 0-0, 5-4 au tir au but. Non, on perd 2-0, je crois. Mais ça, c'était en 2010 avec Deschamps, je crois. Mais non, aucune idée. Mais on l'a pas joué sous Villas-Boas. Si, on l'a joué. Si, 2-1? Ah oui, c'était 2-1 à Bollard. Non? Ouais, c'est 2-1. Ouais, c'est ça, je crois. C'est 2-1 à Bollard et Icardi. Il a fait Wikipédia sous les yeux, je m'en souvenais plus. mais très bien joué. Très bel acting. On admire l'honnêteté et c'est allé très vite, bravo. Mais non, mais tu te souviens même pas quand tu te souviens même pas quand c'est qu'on l'a joué. Non, oui, aucune idée. Aucune idée. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, là, j'ai envie de le jouer parce que je sais que je peux le gagner. Tu vois? Quand avec Villas-Boas, je me dis, vas-y, on sait jamais, un 0-0, bloc bas, un talon de Thauvin. Mais là, c'est vrai que maintenant, pour moi, l'OM, ça doit concurrencer le PSG. Et là où on peut le faire, il faut le faire, tu vois. Et après, au-delà de ça, je pense que c'est aussi parce que c'est une deuxième partie de saison qui redémarre. Va falloir réenclencher d'un point de vue collectif la dynamique, etc. Je trouve que d'avoir ce match-là très tôt dans le mois de janvier, ça va permettre de te préparer au mieux pour les échéances qui vont arriver. Parce que tu citais le mois de janvier dans son ensemble, mais c'est surtout la fin du mois de janvier à partir de Liverpool qui va commencer à devenir assez importante parce que dès le match de Liverpool, t'as Lens qui vient juste après. Tu vas avoir ton dernier match contre Bruges ensuite. Sur le mois de février, tu vas avoir le PFC, tu vas avoir le PSG, tu vas potentiellement avoir ton barrage de Ligue des Champions. Donc concrètement, je trouve que d'avoir ce match-là comme phase de reprise par rapport aux échéances traitantes, c'est intéressant. Et tu te dois de le jouer correctement et de mettre tous les ingrédients nécessaires. Je suis pas totalement d'accord avec toi, Inès. Parce que, et ça faisait partie des questions que je voulais vous poser, je pense que si tu fais des contre-perfs contre Nantes ou contre Angers, déjà, ton match contre Lens ou ton match contre Paris 3 semaines après, tu l'abordes pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que j'ai bon espoir que quand tu vas jouer Lens, eux aient perdu des points et pas toi. Alors que si tu as le feu en championnat, que tu es à 9.2, que tu les joues en confrontation directe et que tu sais que 3 jours après, 3 jours avant tu as Liverpool, 3 jours après tu as Bruges, ton match contre Lens, alors qu'eux, ils ont juste à se focus là-dessus. Attention. Donc pour moi, il y a même pas à dire. Je comprends que dans la logique, on ait plus d'attente sur le match de Liverpool et de Bruges, ne serait-ce que pour la Ligue des Champions, ou qu'on ait plus d'attente. J'ai pas dit ça. Hein. Non, mais tu disais que le match contre le PSG va te permettre d'enclencher quelque chose pour la fin du mois qui est importante. Pour moi, dès dimanche, si tu fais une contre-perf contre le Nantes dégueulasse, mais respect aux Nantais, mais que tu vois depuis le début d'année, déjà ton mois de janvier, il prend une tournure. Ah non, mais bien sûr, non. Ce que je voulais dire, je le reformule différemment, c'est que ce match-là a vocation à te préparer en termes d'intensité et de niveau technique attendu sur la rencontre. Ça a vocation à te préparer à ce niveau d'échéance qui va être en fin janvier. Bien sûr que le match contre Nantes dimanche est hyper important, comme chaque match de Ligue 1 quand tu as des ambitions de l'Olympique de Marseille. Bon, en fait, c'était un peu ça ma question. C'est justement, on a dit 4 compétitions, 8 matchs. Bon, pour Opti, 3 compétitions, du coup.
Il y en a une qui En compte fait, pas je vais- vraiment. Et demi. le dernier truc que je vais dire, c'est j'annule la touche de Mackenzie ou de je sais pas qui contre un 4-0 dans le Coupe des Champions. J'annule la touche à la 95e minute et sans sourciller. Ndembélé, il en met 3, Doué, il en met 2. Ok. Et ni chaud ni froid le lendemain. Ah, franchement, j'en ai rien à faire. Genre. Le seul truc, j'ai pas envie de me faire humilier, mais on perd un 0, ça me fait rien. Genre. Ça me fait, on perd le match, je préfère, s'il y a un seul match à perdre en janvier, c'est lui, genre. Et du coup, ouais, 8 matchs, 4 compétitions, avec quasiment pas le droit à l'erreur, entre guillemets, sur aucun match. Est-ce que vous êtes confiant sur ce Non. très gros mois de janvier? Et aussi la deuxième question, et on le sait, en période de mercato, on est toujours dans un club qui subit un peu ces périodes de mercato. Comment on aborde le mercato quand tu as des matchs tous les 3 jours? Alors je sais, c'est en parallèle, les gens, enfin, la question peut paraître bête au premier abord, mais quand on sait que parfois les effectifs de l'OM, des débuts de mercato et des fins de mercato sont diamétralement opposés, je sais pas si ce sera le cas encore cette année, à quel degré aussi ça peut jouer dans ce mois très chargé selon vous? C'est quand même plus rarement le cas dans un mercato hivernal, Max, la différence diamétralement opposée entre le début et la fin. Bah, demande à Igor Tudor. Ah, il a eu Ouais, 3 il a eu recrues, enfin, l'excellent 3 recrues Vitinha. censées. On lui a ramené le meilleur neuf du monde. Malinowski, Unai et Vitinha, c'est ça? Ouais. Mais ça a pas changé drastiquement ton 11, comme on a pu l'avoir en septembre, par exemple, ou en août. Non, mais Malinowski est rentré, je crois. non enfin, je veux dire, t'as quand même des dynamiques, j'ai l'impression, peut-être je suis dans l'erreur. À chaque fois, tu vois, l'hiver dernier, tu prends Guiri, par exemple. Et Guiri, il te change Ouais, la deuxième partie de saison. Positive, ouais, bien sûr. mais, Non, bien sûr, oui. mais Mais ça t'a mis aussi Mopé au placard, par exemple. ouais, non, mais c'est forcément un moment où tu mets un coup de fouet à ta saison, et le coup de fouet, il peut te booster ou il peut te laisser une marque rouge, assez désagréable. Mais moi, par contre, j'ai des grosses attentes sur ce mercato, hein, parce que je trouve qu'il y a des choses à faire, il y a des touches, il y a des retouches nécessaires. Et surtout, on est à 6 mois de la Coupe du Monde. Et souvent, quand tu as 6 mois de la Coupe du Monde, il y a quand même des gros jours à relancer. Donc moi, j'écoute Pablo d'un côté. J'écoute Pablo d'un côté quand il dit voilà, il faut dégraisser, etc. Il y a des impératifs, mais je sais aussi que la communication de l'OM a souvent une communication qui est performative. Quand ils communiquent, c'est parce qu'ils veulent que ça se passe. Et je pense qu'ils ont des joueurs à vendre parce qu'ils veulent acheter derrière. Alors, au-delà d'avoir des infos, mais est-ce que tu as des idées ou des pistes là, par exemple, de joueurs à relancer pour que les gens tu vois, comprennent concrètement de quel type de joueur on parle, de quel calibre de joueur on parle? Forcément des internationaux, mais Ouais, non, mais il y a des internationaux, sans doute, mais là, je t'avoue que de tête, non, mais tu vois, regarde, par exemple, c'est pas une cible pour l'OM, et je pense pas que l'OM ira dessus, mais un Christopher Nkunku, par exemple, au Milan AC. C'est un joueur qui va partir potentiellement cet hiver parce qu'il y a une Coupe du Monde, et on en parle en Turquie, etc. Mais qui te dit que peut-être, je sais pas moi, il viendra pas en Ligue 1, je sais pas, à Monaco. T'en sais rien, en vrai de vrai. Pour moi, ça n'arrivera pas, mais tu as des joueurs de ce calibre-là, c'est-à-dire des internationaux pas encore tout à fait installés dans leur sélection, qui sont des joueurs crédibles au niveau Ligue des Champions, qui ont besoin de temps de jeu de façon immédiate, qui vont venir. Tu regardes aujourd'hui, tu as Hendrick qui vient de signer à l'Olympique Lyonnais. Bah pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde dans 6 mois et que sinon il viendrait jamais à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ça n'arriverait pas à l'OM qui en plus a plus de surface financière, a de la latitude et a surtout des besoins au milieu de terrain? Là, moi, par exemple, il y a un joueur que j'aimerais beaucoup à l'Olympique de Marseille, qui est algérien, qui est pas une star mondiale, que peut-être qui ne dira pas grand-chose à beaucoup d'entre vous, mais Yacine Titraoui, qui joue en Belgique, qui joue à Charleroi, est un top prospect à son âge, qui joue au milieu de terrain, qui pourrait jouer dans le double pivot. Voilà, toute proportion gardée, enfin moi il avait un profil un peu à la Verratti à l'époque, en termes de gabarit, en termes d'aisance technique. C'est un joueur qui peut être impressionnant. J'aimerais bien le voir à l'OM, par exemple. Et c'est des joueurs qui ont un coup à jouer pour la Coupe du Monde dans 6 mois, parce que par exemple, Yacine Titraoui n'est pas un membre installé de la sélection, et ouvertement, c'est un joueur qui a envie d'y être et qui a le niveau pour y être. Tu as plein de joueurs comme ça, qui sont d'un calibre d'ailleurs même supérieur à Titraoui, que tu peux aller chercher en janvier. Maintenant, l'OM a une problématique, c'est il va falloir exfiltrer des joueurs. Et ça, pour le coup, je pense que c'est la priorité. Je pense que c'est aussi pour ça que l'OM communique sur Vaz et Bacola, en partie du moins, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils savent que pour remporter la Ligue 1, il y a une vraie opportunité. Regarde, tu joues Lens en janvier, tu peux revenir à 2 points. Lens va les lâcher les 2 points.
d'une façon ou d'une autre. La question, c'est pas là pour les récupérer ou pas. Moi, j'en sais rien parce que certitude là sur la première partie de saison. Mais le truc, c'est que c'est quand même dommage d'être dans un football qui se moyennise, où il y a pas forcément énormément d'écart sportif entre les top équipes et les équipes moyennes, en tout cas pas aussi considérable que ce qui était le cas auparavant, et de pas te dire que tu as une carte à jouer sur la deuxième partie de saison aussi. Et je pense que tu as des dirigeants qui sont ambitieux et qui ont aussi envie d'investir et de colmater un petit peu les quelques brèches qu'on a vues sur cette première partie de saison. Donc moi je pense que le mercato il va jouer un rôle majeur parce que il y a des choses à faire tout simplement. Si vous êtes d'accord avec ça, Opti, Younes? Ouais, bien sûr, bah, quand tu connais, l'appétence qu'a Mehdi pour ce genre d'exercice, sur le fait d'aller chercher des top noms qui font rêver et sa capacité de persuasion et l'attrait que peut avoir l'Olympique de Marseille avec des Zerbi sur le banc, moi aussi, j'ai forcément une partie de moi qui a envie de voir un gros nom arriver ou d'arriver un joueur qui pourrait être un déclic important comme l'a été Gouiri, par exemple, l'année dernière, à une échelle encore peut-être, supérieure. Donc ouais, non, je me range complètement derrière les propos de Marwan. Tu regardes par exemple à United, tu as Zirkzee qui va peut-être sortir, Ouais, mais malheureusement, t'as allez chez toi. il peut pas aller chez toi, Oscar Bob à City qui peut-être va aller à Dortmund. En fait, tu as plein de gros talents sur Bah, lesquels en fait tu peux faire un coup parce qu'ils Co pressent tout le monde Kobe pour Mai jouer. Kobe Kobe Mainoo, ouais. Mainoo, ouais. Kobe Mainoo à United. À City, tu auras peut-être Marmouche qui va sortir. Tu vois, tu sais pas. En fait, tu as plein de coups comme ça que tu peux tenter. Si tu vas regarder du côté, je sais pas moi, peut-être Matistel du côté de Tottenham, que ça se passe pas non plus exceptionnellement bien là-bas, peut-être que, tu vois, t'en sais rien. Et le Non, mais truc, c'est que, voilà. capacité financière d'offrir des Oui. salaires première ligue. Mais oui, tu peux, Alors, tu il y a sûrement, pas de vanne. Non, non, il y a pas de vanne. Parce que je vois tout le monde rigole. C'est pas pour relancer le débat de tout à l'heure. Mais par exemple, on parle d'Oscar Bob, on parle de Marmouche. C'est pas des joueurs que tu vas attirer avec le salaire médian à l'OM. Oscar Bob, si, Non, mais Marmouche, non, je pense. après, ça serait des joueurs que tu payeras, enfin, qui seront top 5 de ta masse salariale et on a un top 5 masse salariale qui est quand même assez intéressant et assez attrayant pour beaucoup de joueurs. Et comme le disait Marwan à très juste titre, en année de Coupe du Monde, c'est peut-être le seul moment où un footballeur peut avoir un peu de considération pour l'idée de baisser un petit peu son salaire ou de s'asseoir financièrement sur un peu d'argent. Donc, c'est le moment de le tenter. Effectivement, j'ai peut-être un peu abusé sur le salaire de Bob, enfin, je le voyais un peu plus haut. Ce serait aux Ouais, non, alentours de ouais. 250, Oui, ça se fait. Ça se un fait, peu surtout moins. que tu as presque 1,5 million à sortir à l'OM, là. Si tu sors des Mopé, des Garcia, Lirola, des joueurs comme ça, si en plus tu arrives à sortir Gomez, tu peux quand même avoir une belle marge pour te prendre un gros joueur en janvier. Donc j'ai aucune info là-dessus, donc prenez pas ça pour une info. J'ai aucune info là-dessus. J'ai même, franchement, j'ai eu des infos sur un joueur qui ferait rire beaucoup de monde, mais parce que les gens disent mais t'es fou, t'es fou Marwan. Mais c'est pas des gros joueurs. Mais tu vois, je sais pas un mec. Moi, je sais pas, un mec comme Dybala, par exemple, qui a une clause à 12 millions et qui potentiellement partira l'été prochain. T'en sais rien, peut-être que c'est possible, tu vois. En fait, le truc, c'est que parfois, quand on voit des transferts FM dans Football Manager, on dit, mais ce jeu, il est vraiment irréaliste. Puis tu regardes ce qui se passe dans la réalité, tu te dis, ok, c'est arrivé, quoi. Tu vois. Donc, voilà, faut vraiment pas sous-estimer janvier, à 4 mois de la Coupe du Monde. L'OM a les moyens. Et aujourd'hui, moi, plus que jamais, je me dis qu'on a une direction qui, s'il y a un move à faire, ils l'auront étudié. C'est pas sous certaines autres directions, tu te dis, bah, en fait, ils étaient même pas au courant que l'opportunité existait, quoi. Je pense que s'il y a un mec qui passe des coups de fil à des agents dans ce milieu, c'est Mehdi Benassia et qui aime bien aussi avoir cette adrénaline quand tu vas chercher un gros joueur, quoi. Donc, Malgré ce qu'il peut dire de cette période-là chez RMC en disant que c'était loin d'être sa période préférée. Qui déteste, ouais. Ouais, ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les faits, trop Mehdi. On t'aime. Après, il peut aimer la détester. il peut aimer la détester aussi. Ouais. Ouais. Il aime beaucoup la détester, je crois. Moi, je me souviens d'une capsule avec un petit supporter où il lui avait dit c'est pas fini pour le mercato d'été. Pour le mercato d'été, vous vous souvenez ou pas de cette capsule? Ouais. Il croise un petit à l'aéroport, il lui dit ah, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Mais bien sûr, mais bien sûr. Petit avis sur Nantes, les amis, rapidement, parce que un peu de la même manière que dont on avait parlé de Bourg-en-Bresse il y a quelques émissions, je vois pas trop bien ce qu'on peut dire sur le brave FC Nantes en l'état actuel des choses. Mais match que vous redoutez ou pas du tout? Pas du tout de mon côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont changé de coach, Ahmed Kantari, j'ai pas compris le move personnellement. Bah, Même c'est si plutôt c'est est-ce que ton principal ennemi c'est pas toi-même sur ce que je veux dire, moi, ce c'est match plutôt de début janvier, ouais.
Ce que j'allais dire justement, c'est plutôt l'OM contre l'OM et je dirais pas qu'il y a une forme de crainte, mais t'as forcément une petite interrogation sur comment va être l'OM. Les matchs de reprise sont toujours un peu délicats. Quand t'as coupé après avoir enchaîné pendant autant de temps, c'est toujours un peu dur de relancer la machine. Tu prends l'exemple de Pierre-Emile Hochbert, pour l'appeler comme Mehdi. En début de saison, on a vu que c'était pas totalement ça parce qu'il a encaissé la prépa. Tu peux potentiellement imaginer que son début de mois de janvier sera un peu similaire pour des joueurs comme ça. T'as des joueurs un peu en dedans physiquement et ça peut te causer des matchs un peu pénibles. Donc, c'est l'interrogation qui va m'accompagner avant le match. C'est comme tout le temps, hein, comme l'a dit Younes, là, ton seul ennemi, c'est toi-même. Parce que si toi, tu fais le match que tu dois faire, tu dois gagner. Après, on a vu l'OM cette saison ne pas faire ce qu'il devait faire. Donc, on verra bien. Mais tu pars ultra favori et à part Ablin, t'as peu de joueurs qui te font peur en face. Et c'est une équipe, ils sont combien, Nantes? Ils sont dernier ou avant-dernier, peut-être? Ouais, c'est ça, je crois. Penultième, non? Avant-dernier? On t'es pénultième. Merci Maxime. Très bien Je vais placé. essayer, Très bien je vais placé. essayer d'en placer un comme ça par émission. Ouais, Non, ils sont pas 16e? Ah non, 17. 17. 17. Mais en tout cas, c'est hyper Eh pauvre. ben Après, ouais. voilà. Moi, sincèrement, l'OM ne m'enchante pas ces derniers temps. Et moi, c'est avant tout ça, c'est ça que je recherche. C'est que j'ai envie de voir une équipe qu'on m'a promis, quoi. J'ai envie de voir pourquoi est-ce que Roberto De Zerbi est sur le banc de l'OM. J'ai envie de voir ça touche, quoi. Voilà. Bon, on jouera pas tout sur dimanche non plus, Marwan. Non, je te parle sur la deuxième partie de saison. Non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a une petite info, les gars. Apparemment, Amine Gouiri serait apte pour le PSG. Donc pas Nantes. Alors, lequel? De janvier? Pas celui de février. Le match qui ne compte pas. Ah. Le match amical au Koweït. C'est ça. Et par voie de conséquence, apte contre Bayeux, petit. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle, et apparemment, il a pris part à tous les entraînements collectifs jusqu'à présent, même s'il doit encore éviter certains chocs, selon l'information. Voilà. Apparemment, il pourrait même jouer face à Nantes dimanche, selon l'équipe, il y a 14 minutes. Ah bah tiens. Ah bah. Une encore meilleure nouvelle. Vous me voyez peut-être arriver. Je vais vous demander un petit prono. Mais je vous avais promis une grande surprise. Et quand même, j'ai eu un peu de temps là. Il y a eu un classement. J'ai le classement. C'est trop fort. J'ai le classement Trop officiel de la première partie de saison. Alors, Max pour vous premier, expliquer le classement, j'ai mis 2 points pour si on avait la bonne équipe gagnante ou si c'était domicile extérieur nul, 2 points, et plus 1 point si on avait le bon score. Et 0 si on se trompe. Après, pas mal d'épisodes déjà. Le dernier du classement, avec 19 points, c'est moi. Et j'en suis très fier parce que ça veut dire que l'OM a quand même fait une meilleure première partie de saison que ce que j'imaginais. C'est ce qu'on souhaitait. Le second, avec 19 points également, mais avec 3 épisodes de moins. Ce qui veut quand même dire que je suis sacrément naze. C'est Marwan. Let's go. Quand il est là, les bons pronos, et généralement les bons scores, avec des 4-0 très bien placés, notamment celui de l'Ajax. C'est vrai. Seconde marche du podium, avec après le premier à 23 points, le deuxième à 22 points, donc tout va vraiment jouer à partir de maintenant jusqu'à la fin de saison. Le deuxième avec 22 points, c'est Opti. Et le premier avec 23 points, c'est Younes. On n'a pas eu tant de différence que ça avec Opti parce qu'on met Marseille gagnant à tous les matchs. En vrai, c'est quand même un bon récap, un bon bilan de la première partie de saison. Il faut quand même le dire, je suis derrière à cause de Monaco, du coup. Parce que je nous ai pas mis contre Monaco. Exactement. Et je pense que l'écart entre vous trois et moi devrait être un peu plus important, mais Marwan n'ayant pas pu faire des pronos sur 2 ou 3 épisodes, il m'accompagne un peu en tant que voiture balai, mais ça va pas durer très longtemps. Du coup, si on reprend les bonnes habitudes, petit prono pour dimanche 15h. Marseille-Nantes. 4-0. Les amis, je vous écoute. 4-0. 4-0. Le fameux. Le fameux 4-0. Celui-là, il est plausible. Match de reprise, ça sera 2-0 pour moi. C'est qui le gardien? C'est Lopez. Ouais. Il peut faire un petit barreau. Allez, 2Z, il va finir par craquer et on doublera la mise. Max? Eh ben moi, 2-1. Non, 2-1 parce qu'il y aura quand même un petit effet Ahmed Kantari.
Mais pas assez quand même, j'espère, pour me gâcher mon dimanche. Et j'espère que Pourquoi Rémi pas, Cabella n'est pas inscrit aussi, parce que lui, je le sens arriver gros comme une maison. Je crois qu'il va arriver dans les prochaines heures à C'est Nantes. encore officialisé, je crois, Et non? si c'est jeudi soir, c'est d'être enregistré avant ce soir, si je me trompe pas. Ouais, donc à mon avis, sans entraînement ou avec très peu d'entraînement dans les jambes, je suis pas persuadé qu'on le verra dimanche. Et en sachant que Lens joue avant toi, à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Donc Pas tu facile, auras hein. une indication aussi, Pas facile. pas simple comme match de reprise. Pas facile. Messieurs, merci pour ces quasi 2 heures d'émission. Merci à vous, les amis. Merci à vous. Merci à vous et Et- hâte d'être la semaine prochaine parce que ça va être très très intéressant de débriefer les 8e de la CAN et ce premier match de l'Olympique de Marseille. Et le presque vrai trophée à jouer juste après notre enregistrement, le fameux trophée des champions. C'est dans une semaine. À la semaine prochaine, les amis. Et c'est tellement un grand trophée que vous savez exactement à quoi ressemble la coupe, j'imagine. Et oui, on en rêve les soirs. Elle est un peu argentée, assez. Elle est argentée, elle elle se est- soulève. C'est tout ce qu'on sait. C'est ça. Elle est plus en hauteur qu'en longueur. Allez, Ciao les ciao amis. les gars.